Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Mon invité du jour est une personnalité influente dans le milieu de l'aventure. Sa notoriété, elle la doit avant tout à son incroyable goût de l'effort. Ironman, Norseman, Enduroman, Bikingman, Diagonale des Fous, UTMB, PTL, Swisspeak, Tour des Géants et j'en passe. Son palmarès d'épreuves engagées est tout simplement impressionnant. Et quand elle a un défi en tête, il y a fort à parier qu'elle finisse par le relever. Si Perrine Fage est une machine, il arrive qu'un grain de sable puisse l'enrayer, mais rien d'étonnant quand on sait qu'elle habite aux portes du désert. Le Tour des Glaciers aura jeté un froid sur sa saison 2023. Blessé physiquement et choqué par un arrêt brutal sur cette épreuve, il lui aura fallu un peu de temps pour panser ses blessures et se remettre en selle. Aujourd'hui, l'envie de dompter la bête est bien là. Perrine construit avec humilité une saison qui l'emmènera au départ du Tour des Glaciers, une étape sur son parcours vers de nombreux autres rêves d'aventure. Salut Perrine, ça va? Ça va? Ouais, impeccable. J'ai cru que t'avais Non, besoin pas de du tout. reprogrammer un meeting. Pas du tout. J'étais en train d'essayer de me connecter, j'y arrivais pas. Ok, pas de souci. Comment vas-tu? Bah, ça va, ça va, ça va. Ça va? Quel temps il fait chez toi? Beau? Oh, bah là, il fait chaud. En plus, je suis à Neom, là, pour le boulot. Donc, tu vois, il y a la mer, là. Oh là, ça fait rêver. Voilà. Excellent. Ouais. Euh, bon, écoute, si tu veux bien, on démarre d'emblée. Ah, bah oui, Alors, oui, pas de problème. ouais, tu as combien de temps? Oh, bah moi, tu sais, c'est vendredi. Donc, je suis en week-end. Mais bon, je travaille un peu. Donc, comme tu veux. Ok, Pas de super. problème. Bon, alors pour celles et ceux qui te connaîtraient pas déjà, je fais un petit focus sur qui tu es, d'où tu viens, et puis on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie trail qui va être plutôt au cœur de ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc Ok. tu me corriges hein, si je me trompe, aujourd'hui tu habites en Arabie Saoudite à Riyad, mais Oui, tu es originaire de Montpellier, c'est bien ça? absolument. Ok. Ouais. Donc, Arabie Saoudite, Riyad, c'est à peu près quoi? 7-8 millions d'habitants? Oui, si tu le dis. C'est une grande ville. C'est une grande ville. C'est une grande ville et tu exerces là-bas la profession de juriste, avocate? Ouais. C'est bien ça, ok. Plus généralement, tu es connue aujourd'hui comme étant une athlète, une aventurière. Alors, je passe un petit peu sur le palmarès, Ironman, Norseman, Enduroman, Diagonale des Fous, Swiss Peak, Tour des Géants, Tour des Glaciers et j'en passe. Euh, mais tout ça, c'est très impressionnant. Moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu tes débuts dans le sport. Et je crois que ça commence par le cheval, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis une enfant athlète de haut niveau, on va dire. J'ai commencé le cheval très jeune et j'ai été en équipe de France à poney d'abord en 92. Et puis après, donc j'avais 12 ans et en 96 à cheval en concours complet. Donc c'est une enfance très particulière qui est dédiée, enfin pour tous les gens qui ont été enfants athlètes.
connaissent ça. On est dédié à 100% à son sport. Et donc, on se retrouve un peu, on n'a pas d'adolescence, on est vraiment à fond dans le sport et c'est super et c'est une autre vie, quoi. Ok. Je crois que tu l'as beaucoup évoqué dans d'autres podcasts. Alors, je ne vais pas reprendre forcément tout ce qui a été déjà dit sur d'autres podcasts. Je pense que les gens pourront découvrir cet aspect-là et on va essayer d'aborder d'autres sujets. Ouais. Alors, j'ai un petit fil ici, le podcast s'appelle Quelque part sûr. Et quand je reçois mes invités, parce que c'est un podcast audio et c'est un podcast également vidéo, j'ai cette petite cordelette avec différents éléments. Donc, le premier, on Ah, l'avait évoqué, le cheval. Le deuxième, c'est ton métier donc d'avocate, juriste. Et ah. le troisième élément, ça va être la vague, la mer. Je crois que tu as eu un gros défi, relevé un gros défi qui est la traversée de la Manche. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. quelques mots? Alors, la première fois que j'ai traversé la Manche, c'était dans le cadre du triathlon, l'enduroman. Ouais. Et pour moi, la traversée de la Manche, elle faisait vraiment partie intégrante de ce triathlon. C'était pas quelque chose à part entière. Et pendant ma préparation de l'enduroman, donc l'enduroman, c'est un triathlon de Londres à Paris. On court de Londres à Douvres. Ensuite, on traverse la Manche donc 130 km. On traverse la Manche à la nage. Et ensuite, on fait du vélo jusqu'à Paris, 300 kilomètres à peu près. Euh, Quand j'ai commencé la préparation de la traversée de la Manche pour le triathlon, je me suis rendu compte qu'en fait, la traversée de la Manche, c'était un sport à part entière, on va dire. Il y avait toute une histoire derrière. Et que surtout, la traversée de la Manche, ça ne se faisait pas en combinaison comme moi, j'allais le faire pour l'enduroman, qui est un peu à part des règles. Et je me suis rendu compte que si j'allais traverser la Manche pour l'enduroman avec la combinaison, mais je serais jamais la nageuse d'eau libre inscrite au tableau des gens qui ont traversé la Manche. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément, beaucoup moins par rapport à l'Everest, par exemple, de gens qui ont traversé la Manche en solo, en maillot dans le monde. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est traverser la Manche parce que je me suis rendu compte de toute l'histoire qu'il y avait derrière. Quand on va à Douvres, on se rencontre parce qu'en fait, quand on est français, c'est un truc très anglais, la traversée de la Manche. Et quand on est français, on n'est peut-être pas trop sensibilisé, un peu plus maintenant depuis Steve Stevenard, mais c'était pas quelque chose qui était très connu à l'époque. Et, euh, et puis, en fait, bon, mais comme j'étais dans la préparation de l'enduroman, on m'a dit, écoute, déjà, essaie de traverser en combinaison, on verra après. Et en effet, c'est deux sports différents avec et sans combinaison. Déjà, traverser la Manche à la nage en combinaison, c'était très dur. J'ai échoué d'ailleurs la première fois avec des conditions assez épiques et pour plusieurs raisons aussi. Donc, j'ai échoué la première fois que j'ai tenté l'enduroman. Je l'ai retenté un mois après, j'ai réussi. C'était quelque chose de... Et c'était des conditions encore pires, on va dire. C'est quelque chose qui est très, très dur. Je pense que physiquement, c'est peut-être une des choses les plus dures que j'ai fait dans ma vie. Euh, Parce que bah, je suis allée au-delà de la blessure, parce que j'étais en train de me blesser les bras. Je vous passe tous les détails sur ce qui se passe dans la combinaison avec les douleurs d'échauffement. J'ai eu des brûlures au deuxième degré, j'ai pas pu m'habiller pendant des semaines. On peut plus manger non plus parce qu'on a tout le sel qui va dans la gorge, plus le fuel du bateau. C'est quelque chose qui physiquement et assez violent. Plus, bah, bien sûr, la peur d'échouer une deuxième fois, plus tout ça, oui, c'est un gros choc psychologique. Mais malgré ça, j'ai voulu recommencer après. Je me suis dit, bah, dans quelques années, tu, euh, tu tenteras la traversée. Donc, j'ai fait un relais 2 ans après. Donc là, c'était super. J'avais très peur de pas être capable d'être dans l'eau froide en maillot. Et en effet, bon, sur un relais, j'ai nagé 3 fois 1 heure, même pas 2 fois 1 heure, et j'ai fait l'arrivée, donc 2 heures et demie. Euh, et je pense que et l'année d'après, je suis partie sur un solo, mais j'étais pas prête parce que l'eau froide, il faut quand même s'y familiariser pendant quelques années. Moi, j'ai commencé, on va dire, bon, à part pour le relais, j'ai commencé 4 mois avant la traversée et c'était pas assez, donc j'étais pas Ouais, prête à l'eau froide. Non. effectivement, toi, tu es plutôt une fille du Sud. Donc, l'élément marin, tu
connais naturellement, Oui. c'est de base dans ton ADN. Mais c'est vrai que ce rapport au froid, 4 mois avant l'événement, c'est court, non? Alors, moi, le froid, c'est quand même un élément que je connais bien quand même, parce que j'ai fait beaucoup Ouais. d'alpinisme, de montagne. Euh, j'ai pas Oui, fait de polaire à proprement ouais. parler, à part au lac Baïkal, où j'ai ma seule ma vraie expérience de polaire. Oui, mais on parle Mais d'humidité et de voilà, froid. C'est une l'eau, petite parce que l'équipement, nuance. voilà, savoir gérer un équipement de froid, parce que quand on est dans le grand froid, ce qu'on apprend à gérer, c'est l'équipement, en fait, parce qu'on a maintenant aujourd'hui des matériaux qui font qu'on n'a pas froid. On ressent pas le froid quand on est dans du polaire, etc. Si on sait bien s'équiper, si on sait bien faire les choses. L'eau froide, c'est quelque chose de particulier et ça s'apprend, ça s'éduque. Euh, si, moi, j'habitais à Riyad, c'est pas une excuse, hein, j'ai fait des bains d'eau froide, mais j'en ai pas fait assez. Mais par exemple, on peut pas prendre, à partir du mois de mai, on peut pas prendre une douche froide parce que même quand on met que l'eau froide, l'eau, elle est déjà trop chaude. Donc, et puis je nageais en piscine et voilà, bon. La piscine, elle est, à partir du mois de mai, même si elles sont refroidies, elles sont à plus de 30 degrés. Tu, Donc, tu, c'est évo- déjà, tu évoquais le goût du sel, ou en tout cas les effets du sel dans la trachée et peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut au niveau des lèvres, hein, tout simplement, du visage. ouais. Est-ce que tu peux détailler un tout petit peu? Oui, bah en fait, on a le sel dans la gorge et ça gonfle en fait et on peut plus déglutir au bout d'un moment. C'est vraiment très désagréable quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que 95% des gens ne bon on mange pendant la traversée de la Manche, il faut beaucoup manger parce que la nourriture est la bouillotte interne en fait. Si on mange, on se réchauffe, le corps est réchauffé. Donc selon moi, j'ai pas non plus une masse graisseuse trop importante, donc j'étais nourrie quand même tous les 20 minutes à 30 minutes. Il y a des gens qui font 45 minutes. Euh, mais donc on prend du liquide parce que c'est plus facile à avaler parce qu'on va pas mâcher. En plus, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on mange les ravitaillements, on peut pas s'arrêter Hmm. parce que si on s'arrête, on recule. Les courants nous Ouais. repoussent. Donc il faut être en constant mouvement. Donc un ravito, c'est pas un ravito en traversant la Manche, c'est pas un ravito quand on va faire sa sieste pendant 4 heures à regarder son téléphone sur le tort des glaciers. C'est le En ravitaillement, se c'est faisant 5 masser. secondes. Voilà, Ouais. le ravitaillement, c'est 5 secondes. Et si c'est 10 secondes, eh ben, on repart en Angleterre, quoi. Donc, c'est vraiment. Donc, il faut manger liquide parce qu'on n'a pas le temps de mâcher, etc. Et puis surtout, bah, ça passe pas, quoi. Enfin, au bout d'un moment, voilà, il y a tout qui gonfle. Il y a, Et il les y a jours après aussi, hein. Est-ce qu'il y a des techniques, alors je pense à l'huile, tout simplement, pour, si tu veux, graisser un peu le conduit, la Moi, j'ai trachée pas ou... testé ces techniques-là. Je sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent. Ouais, Euh, Après, moi, j'aime bien manger à température aussi. Il y a des gens qui sont froids, d'autres qui sont chauds. Moi, je préfère à température, donc un peu tiédi, quoi. Parce que ça aide aussi, ça adoucit. Puis après, ça dépend ce qu'on ingurgite aussi, hein. Voilà. ouais, puis c'est c'est- C'est, c'est peut-être mieux de manger à température du corps, oui, c'est ça. pour la digestion également, ouais, d'autant plus. Exactement. Il faut pas, le chaud, c'est pas top top, quoi. Mais de temps en temps, on a besoin de chaud parce qu'on a tellement froid. Encore que bon, froid, moi, la traversée que j'ai fait pendant l'Enduroman, j'ai eu froid, surtout la première. C'était en juin, et d'année en année, la Manche se réchauffe, hein. La dernière traversée que j'ai fait, où j'ai échoué, euh, elle était quand même déjà à 16, ce qui est déjà chaud, on va dire. Mais voilà, donc l'eau froide, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend, ça se travaille, c'est comme tout. Donc on peut pas Tu, dire au mois de juin, au mois de mai, oh bah tiens, je vais traverser la Manche en juin. ouais. Non, c'est pas. Ouais. Les bains froids, par exemple, c'est des choses que tu as Bien sûr, expérimentées? Ouais, d'accord. bien sûr. J'en ai pas fait assez, mais bien sûr, les bains froids, les douches froides, hormis évidemment le bénéfice, même si on n'est pas nageur, les bénéfices qu'il y a pour le corps, dont je crois énormément. D'ailleurs, maintenant, je me suis dotée de ça. C'est des bénéfices, pas que pour les courbatures, hein, c'est pour tout, quoi. Ouais.
C'est quand même un outil, je veux dire, c'est pas moi qui vais vanter les mérites de l'eau froide. Aujourd'hui, ça a fait ses preuves et tout le monde l'utilise. Mais évidemment, bien sûr que ça aide aussi. Ouais. Mm. Tu pratiques encore régulièrement ou le matin ou c'est quelque chose que tu as amené dans ta routine? J'en fais une fois par semaine maintenant. C'est pas assez, mais comme bon, il faut amener la glace et tout, parce que j'ai pas un bain qui. Il faudrait que je mette un moteur, et là, à ce moment-là, j'en ferai plus, ouais. Ok, Si je pouvais, je le ferais, oui. Mais comme il y a une petite logistique à amener la glace et tout ça, c'est pas très. plus compliqué. Donc, ouais, on va dire, j'en fais un et je le fais deux fois. Voilà, j'en profite deux fois. Mm. Ok. Tu dirais que par rapport à ce... Quel mot tu mettrais derrière cet enduroman pour toi? Est-ce que c'était à l'époque un défi? Est-ce que c'était une aventure? Est-ce que c'était un challenge? Quel mot tu mettrais dessus? Je pense qu'à l'époque, j'avais encore des choses à prouver à moi-même, aux gens. Euh, J'avais envie, j'étais un peu dans cette frénésie de toujours plus. Alors, ouais, tu vas rigoler en disant que c'était à l'époque et que maintenant je suis pas dans le Tu n'en as toujours plus. plus. Ben, si, en fait, sincèrement, oui. Dans le sens où, je vais être honnête, j'ai tapé sur Internet le triathlon le plus dur et c'est comme ça que je suis tombée sur Ouais. l'enduroman. Je suis complètement honnête, hein. Et parce que j'avais tourné la page Ironman dans la Kona, je savais très bien que j'avais eu la chance de me qualifier et que de toute façon, j'avais pas envie de mettre plus d'investissement pour gagner une demi-heure sur un Ironman. Donc, j'avais envie de tourner la page. Et en fait, j'ai tapé sur Internet triathlon le plus dur au monde et je suis tombée sur l'enduroman. Et il se trouve qu'en fait, mon coach avait coaché à l'époque un mec qui avait le record sans combi, lui, qui était un nageur en fait à la base. Et donc du coup, bah, on est rentré tout de suite dans le process et ça allait très vite. C'est-à-dire que j'en ai parlé en octobre et j'ai commencé l'entraînement tout de suite en novembre et je me suis inscrite tout de suite, donc quasiment un an avant. Enfin non, même pas 10 mois avant, 9 mois. Et par contre, on a fait un gros entraînement. J'étais très suivie. Ça a été un truc vraiment en termes de préparation. Jamais je me suis autant préparée à quelque chose. Et c'est dans le cadre de cette préparation que j'ai découvert l'ultra-endurance à vélo, que j'ai fait dans la longue distance à pied. C'était après. Mais, euh, mais C'est peut-être oui, c'était le point de vraiment. bascule entre le Oui, sport exactement. performance et l'aventure, la découverte de l'aventure. C'est ça. D'accord. Par contre, si tu veux, si tu me demandes si je garde des bons souvenirs de la course en elle-même et de tout ce qu'il y a eu autour, c'est-à-dire il y a eu un petit peu de médiatisation et c'était très négatif. J'ai découvert ce que c'était que les réseaux sociaux sans y être préparé, puisqu'en fait, à la même période que moi, il y avait une autre concurrente française qui est très médiatisée sur les réseaux, Marine, et qui du coup comme elle est médiatisée ben il y a des critiques et du coup moi j'ai tout pris aussi j'étais un peu la victime collatérale et je me suis rendu compte que oui tout ça était très négatif pour finalement moi ce que j'ai aimé dans l'enduroman c'est euh, découvrir de nager des heures dans l'eau avec la force de l'eau, la force de l'élément, de tout ça, la nature, quoi. J'ai découvert l'ultracyclisme à vélo, donc ce que c'était que de passer des heures sur mon vélo et d'être capable moi-même de me diriger seule sur 1000 kilomètres, d'aller dans n'importe quel pays au monde avec des sacoches et de faire du bikepacking sans forcément dans le cadre d'une course ou de gérer le manque de sommeil, ces choses-là. Ça, j'ai adoré. Après, la course en elle-même, bon, courir au bord de la route de Londres à Douvres, bon, voilà. Euh, bon, traverser la Manche, ça, encore une fois, c'est extraordinaire, mais on n'est pas obligé de le faire. Et après, euh, le vélo en lui-même est pas incroyable. Ce qui était super sur la première tentative, c'est qu'il y avait ma famille avec moi, mais sur la deuxième, bah, comme j'avais raté la première, mais j'avais plus de sous pour avoir une équipe autour de moi. Donc, j'ai fait ça vraiment toute seule. Donc, quand c'est pas partagé, alors que quand même, à la base, c'était un truc partagé. Bon, ça enlève un peu du plaisir. Voilà. Mais donc, j'en garde pas. Pour moi, c'est pas la plus belle course de ma vie. En revanche, voilà, comme tu dis, ça a été la bascule, ouais. Et ce qui t'anime aujourd'hui dans l'aventure, qu'est-ce que tu dirais que c'est? Moi, je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est d'être dans un élément naturel et alors oui, repousser les limites, etc. Mais si tu veux, quand j'ai fait le Tour des Glaciers, j'ai pas tapé sur Internet, c'est quoi le trail le plus dur?
ça a été une logique à la suite de ce que j'avais fait, c'est-à-dire bon ben j'ai commencé le trail tout de suite sur du très long de toute façon parce que bon je suis pas non plus rapide, je suis pas une coureuse en montagne, donc logiquement j'ai commencé sur du 100 miles, logiquement. Bon bref, Euh, Bon, donc t'avais un foncier de toute façon. oui Et voilà, je puis suis pas arrivée comme ça. dans l'ultra, finalement, dans l'ultra, Je faisais c'est déjà des peut-être 1000 moins bornes à violent. vélo, hein. Voilà, je faisais déjà la guerre sur des 1000 bornes à Ouais. vélo, donc j'étais pas non plus, je sortais pas non plus de nulle part. Je savais gérer un effort de plusieurs jours. Voilà, je savais gérer un effort de plusieurs jours sans dormir et voilà. Donc ça, je savais faire. Après, moi, j'en étais, si tu veux, quand j'ai eu mon premier trail, je pensais pas qu'on pouvait être aussi lent, quoi. C'était pas, pour moi, c'était pas possible. Quand j'ai pris le départ, je me suis dit, ah, ben, je vais finir en 20 heures. Bon, tu sais, voilà, c'est quand t'en es tellement loin que tu sais pas à quel point t'es nul, quoi. Mais bon, tout ça, après, ça s'apprend. Après, je me suis retrouvée à l'aise dans certains formats. Et puis, j'ai eu un peu la révélation sur la Swiss Peaks. Pour Ouais. moi, la Swiss Peaks, je m'y suis inscrite pour tenter le format plus long, mais pas pour, ah, allez, je vais faire un truc plus dur. C'était genre, tiens, est-ce que finalement, moi qui aime bien passer du temps en montagne, etc., est-ce que finalement, ce format me plairait pas plus. C'était vraiment la démarche que j'ai eue et c'est pas genre parce que je pense pas que ce soit plus dur de faire un 200 miles normalement que d'essayer de mettre 10 heures de moins sur un 100 miles. Tu vois, c'est pour moi, je pense pas que ce soit plus dur. J'avais vraiment envie de passer plus de temps en montagne. Voilà, c'est tout. Avec quelqu'un qui m'a fait une belle trace et j'ai pas envie de me faire chier à faire la trace toute seule. Ok. Avec des Et, ravitaux en plus et tout ça. Donc, ouais. et par rapport à la Swiss Peaks, tu l'as abordé comment? Est-ce que tu fais de la full reco des parcours? Est-ce que t'es très data connecté vraiment et tu te dis, Alors, tiens, j'ai des temps de passage ou est-ce que tu tu sais, la t'es Swiss laissé Peaks, surprendre? la Swiss Peak, ça s'est passé une année très particulière pour moi, pour nous tous. C'était l'année du Covid, c'était Ouais, 2020. Et très particulière pour moi dans le sens où j'ai pas pu rentrer chez moi. J'habitais à l'époque au Qatar. Et en mars, on était en train de traverser le lac Baïkal. Et quand je suis rentrée d'expédition, je suis arrivée au Qatar et à l'aéroport, on m'a jamais laissé rentrer à ma maison. Donc c'était début mars et j'ai été renvoyée en France où j'habitais plus depuis des années moi et je suis retournée en France sans affaires, sans rien. J'habitais plus en France depuis très longtemps et donc là on est en mars et là je me dis mais combien de temps ça va durer et en fait j'ai jamais pu rentrer chez moi avant octobre l'année d'après. Donc bon, j'ai eu la chance de me retrouver, j'ai mes parents, donc je me suis retrouvée chez mes parents, j'ai passé du temps en famille, c'est des choses merveilleuses. Et en fait, bah, le fait d'être en France, c'est vrai que je me suis pas mal préparée dans le sens où quand tu es en France, eh ben, tu as accès à la montagne. Euh, donc, j'ai fait vachement de rando, de vélo. J'ai fait le GR20 juste avant. Mais si tu veux, c'était très incertain. J'étais pas du tout sûre que cette Swiss Peaks. Finalement, je m'étais inscrite à cette Swiss Peaks pour avoir un objectif, pour me changer un peu les idées, parce que j'étais très triste. Mais tous les jours, je me disais, ah, mais demain, je vais rentrer à ma maison. Demain, la semaine prochaine, je rentre à ma maison. Je savais pas, c'était très incertain. Pour moi, la probabilité que je prenne le départ de cette Swiss Peak, ça a été infime, infime. Dans le sens où si j'avais l'opportunité de rentrer à ma maison au Moyen-Orient, je rentrais. Et après, je savais que je pourrais pas forcément ressortir. hmm, Donc, et puis en fait, on est en août. Je me rends compte que on est début août. Je me rends compte que là, oh là là, elle va se faire cette Swiss Peaks. Il y a Compressport qui organise un camp pendant l'UTMB qui n'avait pas eu lieu comme ils avaient réservé le chalet et tout. Donc là, je suis avec Compressport et puis on se dit, ah bon, on va faire l'UTMB en off, mais genre, c'était 10 jours avant la Swiss Peaks ou 15, non, 15 jours avant la Swiss Peaks. Donc on fait l'UTMB en off. Et puis, mais pas du tout de reco sur la Swiss Peaks, mais quand même, tu vois, j'avais fait le GR20 en juillet, des gros blocs de vélo et l'UTMB 15 jours avant en off, tranquille, hein, pas, voilà. Donc non, je suis partie sur la Swiss Peak avec aucun problème de temps de passage. Ce que je savais, c'est que je voulais dormir tous les jours et m'arrêter 4 heures. Voilà. Plus après, bah, les petits ravitaux, parce qu'à la Swiss Peak, il y a des ravitaux, donc les petits ravitaux. Mais par contre, une fois par jour, je voulais rentrer dans la zone de vie, dans la base de vie. Et entre le moment où je rentre et je sors, il y a 4 heures. Donc 2 heures de sommeil, 1 heure pour
pour des conneries, une heure de douche, voilà, tu vois ce que c'est. Donc, et ça s'est super bien passé. J'y suis allée vraiment cool et, et Et, c'était extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré. et Ouais. c'est là que tu as compris qu'on pouvait prendre du plaisir sur les ravitaillements. Oh, bah ouais. Que le fait de m'arrêter me faisait pas reculer. Non, après, je suis pas une grande fan, à vrai dire. Je suis pas, je traîne pas trop au ravito quand même. Ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, je pense que c'est nécessaire de dormir. Mais je fais encore des erreurs, hein, de To- pas to- dormir assez, ouais. etc. Ton rapport Mais je à pense que c'est important. l'alimentation, justement, Ah, l'alimentation plaisir. je suis nulle en alimentation. En fait, moi, si tu veux, au début, je mange pas. Et puis à un moment, je tombe. Et donc là, je commence à manger, mais j'ai déjà perdu une journée. Donc, je fais toujours les mêmes erreurs. Je, je, je- ouais, je mange pas assez, en fait. Je mange pas assez. Parce que, en fait, quand j'ai la bouffe sur l'estomac, ben, j'arrive plus à monter. En fait, je pense que je m'entraîne pas assez en mangeant. Et mon corps, il est pas habitué à manger, s'entraîner. Et en fait, c'est pendant la course que je l'habitue. Et c'est trop tard. Ouais, ouais. Voilà. Et Alors, je continue à faire l'erreur, hein. quand je parlais de ton rapport à l'alimentation, et t'es venu tout de suite sur la notion de sport, mais je voulais évoquer plus largement dans ta vie, Ah, est-ce que l'alimentation et l'alimentation plaisir, c'est important pour toi ou est-ce que oui. tu t'alimentes pour vivre? Non, pas du tout. Alors manger, on est dans une famille très traditionnelle. Manger, c'est important. Manger des bonnes choses, pas en grande quantité, et des choses, des bons produits, c'est hyper Mhm. important. Je viens d'une famille où on a toujours fait le marché, où on mange pas forcément des grandes, énormes rations. Et par contre, on veut savoir d'où viennent les choses. C'est pour ça que je mange pas énormément de viande parce que j'ai besoin de savoir d'où elle vient. Mais j'en mange, pas beaucoup, mais pas sous. Bah ici, j'en mange pas souvent, notamment. C'est vraiment le minimum. Donc oui, le rapport à l'alimentation, pour moi, j'ai besoin de manger des bonnes choses. Ouais. Je dis pas que je mange pas des conneries de temps en temps, mais euh, Des non. produits. Mais par contre, manger, Ouais, c'est ouais, important. ouais. Mm. Ok. Des bonnes choses. Le goût également ou Le goût, voilà, des plutôt choses sain? simples, D'accord. Ok. ah ouais, très simples. Moi, j'aime pas les trucs compliqués. Voilà, moi, j'aime aller faire le marché, manger des choses très simples. Pas forcément cuisiner des trucs compliqués, mais des choses simples et avec du goût. Ouais, ça, c'est vraiment important pour moi, l'alimentation. Je suis pas très diététique sportive. Je le fais parce que bah, c'est plus simple à transporter, etc. Mais si je peux éviter, si je pouvais faire mes bars, bon, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais si je pouvais faire mes bars et tout, si j'avais pas la flemme, alors, je pourrais trouver le temps, hein, c'est juste que ouais, je le fais pas. Un jour, ça me viendra. C'est important de savoir ce que je mange, ouais. Ouais. Ok. À part le trail en 2024, pour toi, les gros défis que tu as planifiés sur cette année ou tes envies d'aventure, c'est quoi? Voilà, tu vois, je reviens d'une très jolie aventure en Tadjikistan. C'était un peu du repérage, c'était faire du vélo en altitude et découvrir un pays. Donc, ça, c'est mes petites aventures à moi. C'est pas toujours des projets. Mais tu vois, voilà, j'ai arrivé à aller voir des choses que j'ai vues quelque part et après rencontrer des gens pour peut-être plus tard à terme faire un vrai projet, donc soit d'une traversée d'un lac, soit, soit des projets à pied aussi. Donc voilà, donc, et puis bon, surtout découvrir des pays, des cultures et ça me fait des blocs d'entraînement, hein, parce que Ouais, bien bon, bah, sûr. mine de rien, rouler en altitude, etc., c'est quand même des bons blocs d'entraînement. Qu'est-ce que j'ai prévu cette année? Alors là, j'ai un trail, donc ouais, toujours du trail. J'ai un trail en équipe, en Lager. On est deux. Donc ça va être challenging pour moi parce que mon coéquipier est un coureur plutôt de 50, 100 et plutôt même de route aussi. Enfin, il fait du trail aussi, évidemment. Il a un bon niveau de trail, mais c'est surtout quelqu'un qui court très vite. Euh, donc ça va être intéressant de se retrouver à deux, à devoir gérer. Donc moi, ça m'a forcé aussi à essayer de travailler un peu sur la vitesse cette année avec des programmes un peu plus structurés. Et puis lui, je pense que bah, il va falloir aussi que il se rende compte que 250, c'est pas 100 kilomètres. Comment Je crois qu'il a déjà. comment tu choisis tes binômes?
tes partenaires? Bah là, ça a été quelqu'un avec qui on se retrouve sur des courses ici au Moyen-Orient, Ouais. qui travaille un peu dans la même industrie que moi, dans l'aviation. Et en fait, il est connu parce que voilà, c'est un Français et on a toujours bien accroché. Donc, et un jour, on s'est retrouvé cet été, bah, justement avant le temps, on s'est retrouvé sur une course sur route où j'avais été invitée pour, bon bref, à Aloula et en Arabie. Et je commence à lui en parler comme ça et tout. Et puis il me dit, ah, mais moi, ça m'intéresserait ce genre ouais, de changer un peu. Bah, il a la quarantaine aussi et il a envie de voir, quoi. Et puis je lui dis, bah, ça te dit? Parce que moi, quand tu me dis un truc, si tu me dis oui, c'est parti, on le fait. Ouais, ouais. Et puis en fait, ça s'est fait. Je pensais vraiment pas que ça se ferait. Donc on a fait un bloc d'entraînement déjà ensemble. Là, on en refait un dans 15 jours. Et, il me file un programme quand même lui aussi d'entraînement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça va changer. J'ai déjà fait une course en équipe là, à SwissPix à 3, où là ça c'était 3, c'est difficile, c'est un mauvais nombre, c'est un mauvais nombre. La Euh, gestion du sommeil, peut-être? ouais, Ouais. 3 c'est bah, je Ouais. pense que 2 ça va pas être simple, mais 3 3 ça c'est pas c'est d'ailleurs Ouais, personne n'a envie de dormir au même moment, finalement. sur la PTL, il y a beaucoup d'équipes de 3 qui finissent pas à 3, hein. Ah ouais. Nous, on a fini à 3 parce que moi, j'en avais fait un point d'honneur. Euh, pour moi, c'était échoué que de finir à 2. À un moment, on a failli finir à 2, puis j'ai un peu rattrapé le coup. Euh, ça n'a pas été que des bons moments. Mais il y a à la fin, tu te souviens que du bon. Donc, Oui, non, c'est ça. C'est ça. mais je Exact. veux pas mentir parce que je pense qu'il faut que tous les gens qui partent à 3 y soient alertés. Pas que notre équipe, hein, j'ai déjà parlé à d'autres équipes. Il faut que les gens qui décident de partir à 3 ou qui hésitent, moi, si j'hésitais à partir à 3, je partirais à 2 parce à la PTL, on a le choix 2 ou 3. Je pense que je repartirai pas sur une équipe de 3. Ok. Jamais. Voilà. Donc, Mm. tu seras plutôt aventure partagée en binôme. Ok. Oui, Ouais. bah voilà, on va le tenter là, si ça se passe bien. Bah moi, je suis pour partager les trucs, hein. De toute façon, maintenant, je partage rarement parce que bah, c'est difficile de trouver quelqu'un. Voilà. Ouais. Mm. De la course d'orientation, c'est des choses qui t'intéresseraient ou pas? Pas du tout. Tu vois, dans le trip Ah non, je de déteste Sébastien être Réchon, ou perdu. voilà, tu vois, Mais trek de ce alors, type. je suis moins nulle que je pensais. Je pensais que j'étais vraiment nulle parce que je pense que j'ai toujours laissé ça aux autres. Mais en fait, Et je suis ouais, quand même quelqu'un. La dernière fois, je me suis rendu compte que quand même toutes les aventures que je fais, c'est je prends une carte, enfin j'ai vachement de tu, notions en tu fait. Et traces je et pensais que ouais, je pensais ouais, que j'étais vraiment nulle et en fait non, je sais tracer, je fais les trucs, mais c'est vrai que j'ai souvent délégué ça avant. Et je pense que je suis beaucoup moins nulle que je le pense. Mais le fait d'être perdu est quelque chose qui m'angoisse. J'ai toujours peur d'être perdue. Mais bon, maintenant, entre tous les outils qu'on a, plus, bah, je mets quand même vachement mon nez dans mes cartes et j'aime mettre le nez dans les cartes. Euh, je crois que je connais pas en fait la course d'orientation. Je ne sais pas ce que c'est. Donc j'en ai une image d'un truc hyper. Ah non, c'est pas pour moi. Mais en fait, pourquoi pas? Mm. ok. Bon, bah, le message est passé. S'il y a des équipes qui cherchent, Non, euh, mais il y a plein de trucs où j'ai toujours dit, ah bah, non, moi jamais. Et puis en fait, tu vois, ok. en fait, au final, ah ouais, en fait, c'est cool. Je te propose qu'on continue un petit peu sur le fil. Hop. Je vais prendre cet élément. Je sais pas si on le voit bien. Ça, Oui, ça évoque quoi pour toi? ben, je sais pas. Alors, c'est le logo du Festival de Cannes. Oui, c'est ça, j'allais Ouais, dire ça, ouais, mais tout quel à rapport fait. avec le Festival de Cannes? Eh ben, tout à fait. Bah, écoute, on est en plein festival de Cannes et je crois qu'il y a quelques semaines, tu étais du côté d'Annecy pour présenter un film. C'est Euh, ce que j'allais dire, mais oui, complètement, le Festival de Cannes, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais je voyais pas le rapport. et ouais, et Oui, voilà, le voilà. absolument. Donc, le film s'appelle Contre la montre et je crois, c'est Valentin Orange. Ouais, Corrige-moi si c'est pas la c'est bonne ça. personne, qui t'a accompagné sur ton Tour des Glaciers 2023. Et je crois que vous avez reçu un prix, hein,
Alors c'est pas une palme ou c'est pas un Oscar. C'est le prix du public pour ce court-métrage qui aujourd'hui est dispo sur Uptrack. Tu peux Ouais. nous en parler un petit peu comment ça s'est fait? Ouais, alors c'est vraiment le hasard. Enfin, le hasard. Non, c'est pas le hasard. Moi, bon, j'ai été à mon compagnon pendant les 5 dernières années, était lui documenter toutes ses aventures. On en a fait plusieurs ensemble, mais je suis jamais apparue dedans parce que je sais pas, ça s'est pas fait, ou alors quand ça s'est fait, ben, j'avais pas, je sais pas, j'étais pas à l'aise à la caméra ou j'en sais rien. Et pour autant, ça avait pas l'air d'être assez pertinent ce que je disais. Mais bon, pour autant, moi, je me suis toujours dit, bah, je suis sur les réseaux sociaux et je partage, tu vois. Donc, et j'aime bien ça. J'aime bien partager. Maintenant, j'aime bien contrôler ce que je partage aussi parce que je veux pas trop donner non plus. Euh, mais ça faisait un moment que je m'étais dit, bah, un jour, je documenterai une de mes aventures. Et puis, bah, le Tour des Glaciers, pour moi, comme ça s'y prêtait, parce que quand je pars sur des aventures solo dans un pays loin, etc., c'est quand même un autre budget de faire venir quelqu'un. Et puis, je pense qu'il y a des choses que j'ai envie de vivre seule et qu'elles soient spontanées, notamment des rencontres avec des gens. J'ai pas envie qu'il y ait un movie maker derrière qui dit, ah, bah, vas-y, refais la prise où il y a le gamin qui monte sur ton vélo, tu vois. Enfin, Ouais, mais un jour, j'y viendrai peut-être. Attends, je suis pas du tout en train de critiquer. C'est ça, partager, partager. Mais malheureusement, on est obligé si on veut montrer des images, c'est spontané, mais il y a des moments où tu dois refaire le truc. Bon, bref. Et donc, je m'étais dit, le Tour des Glaciers, ça va s'y prêter parfaitement parce que c'est une course organisée. Euh, donc voilà, mais par documenter, je pensais plus à un suivi Instagram quotidien, tu vois, avec des reels tous les jours et des stories. En fait, c'était plus aussi pour que ma maman elle puisse voir, parce que mes parents ils adorent enfin ouais, ils suivent sympa. toujours et j'avais envie que ma mère elle suive. Et puis du coup bah je m'étais dit bah comme ça ma communauté elle pourra suivre. Ça va être sympa, ce sera des belles images parce qu'alors moi par contre c'est vrai que quand je suis en course, je suis nulle à sortir mon téléphone et tout. Hein. Si je sors mon téléphone, je tombe par terre. Bon. Et ce que mon ancien compagnon faisait extrêmement bien. Lui, il était capable à vélo, de transmettre des émotions avec tout juste son téléphone. Il avait même pas besoin de. Bah, moi, j'en suis incapable. Voilà. Donc moi, il me faut quelqu'un. Euh, donc j'ai fait appel à Valentin et en fait, je crois que dans la propale, j'avais dit bah, des images et puis derrière, on fait un petit film pour rassembler les images. Mais j'avais pas d'idée en tête. C'était la première fois que j'embauchais quelqu'un pour ce genre de job, on va dire. Et puis Valentin et Sam, donc le photographe, sont venus tous les deux et ils m'ont suivi. Et en fait, j'ai un peu oublié la caméra et tout parce qu'il s'est passé tellement de trucs pendant cette course. Et puis en fait, comme j'avais pas d'assistance, il s'est trouvé que finalement, bah, Sam et Valentin se sont retrouvés. Enfin, Sam faisait les images, Valentin faisait les images, Sam faisait les photos, mais finalement, au ravito, Sam c'est improvisé assistance aussi. Et en fait, j'ai vécu ma course en les oubliant complètement. Et puis à l'issue de ça, Valentin, il a monté un docu. Je sais pas comment il a fait. Alors à la fin quand même de la course, on a fait des interviews. Et après, ben, Valentin, qui est très talentueux, a réussi à monter un film derrière. Alors qu'à aucun moment, je m'étais dit, il y aura un film derrière, quoi. Enfin, je m'en souvenais, mais sans m'en souvenir, en fait, c'était vraiment. Et puis tu vois commencer la course quand t'es dedans, tu penses pas du tout à ça, quoi. Et le film, bah moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, bah on le sort pas, c'est auto-centré, c'est juste sur moi, ça va intéresser personne. C'est le film était bon, tu vois, mais je me disais, mais me trouve insupportable dans le truc, tu vois, et encore, je l'avais même pas vu en entier. Et puis après, je l'ai fait voir à d'autres des proches, et moi, je l'ai un peu revu, pas en entier, mais je me suis dit quand même, Valentin, il a fait un sacré boulot et tout. Et il y avait ce projet derrière de le montrer au festival du Trail fait son cinéma. Je dis bon, allez, tant pis, on assume, on sort. Mais j'étais un peu gênée, moi. Ouais, je sais pas, j'étais Peur de pas à la l'aise. C'était la ouais, peur de la réaction ou de l'accueil? bah, je sais pas, je me disais, c'est vraiment, on dirait mamie qui fait sa rando dans la vallée d'Aoste. Et j'avais l'impression que personne pouvait se rendre compte de. En fait, déjà, moi, je trouve que ce qu'on a vécu est tellement particulier
que Ouais. je me dis, mais les gens, ils vont pas comprendre. Et donc, s'ils comprennent pas, déjà qu'en plus, les gens, ils vont trouver ça nul et c'est pas intéressant, quoi. Enfin, je sais pas, parce que j'avais ce truc aussi c'est tellement fort ce qu'on a vécu, et que les moments qu'on a vécu là-haut, où on était accrochés sur les crêtes, avec l'orage, machin, mais ces moments-là, ils étaient pas là, Sam et Valentin. Donc, pour moi, c'était ces moments-là les plus forts. Mais en fait, Valentin, il a retranscrit mes émotions à la suite de ça. Et donc, finalement, ça y est dans le film, quoi, tu Ouais. vois. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Et puis, le film est sorti, et en fait, il a reçu quand même, je pense qu'il a choqué les gens. Alors, bon, il y a ma dégradation physique, je pense, qui a joué. Effectivement. Euh, Mais le film, Valentin, il est super talentueux. Il y a les images de Valentin, mais je pense que Valentin est un mec très intelligent et très talentueux. Et même eux, tu sais, Valentin et Sam, Valentin, c'est un coureur élite, hein, de 100 kilomètres. Maintenant, là, il est sur le TMB cette année. J'avais un peu peur aussi de genre, ah, ils vont se moquer de moi, ils vont se dire qu'est-ce que c'est ce truc et tout. Et non, pas du tout. Eux, ils ont complètement. Et je pense que eux, en voyant ce que vivaient les autres coureurs, parce qu'ils m'attendaient au ravito, ils voyaient les autres arriver, ils voyaient les autres coureurs et tout ça, et eux, ils ont compris ce que c'était que le Tour des Glaciers, et donc c'est pour ça qu'ils ont été capables de le retranscrire en attendant au ravito, en attendant aux bases de vie, et, et tout ça. Et puis, bah, le film a fait une tournée, là, j'ai reçu plein de messages de gens, et je disais, ah, bah, c'est gentil, etc. Et il y a eu la dernière du film à Annecy. Au début, je voulais pas y aller. Je me suis dit, oh là là, Annecy, c'est la capitale du trail. Les autres films, c'est que des coureurs élites et tout. Bon, allez, j'y vais. Et en fait, c'était trop sympa parce que finalement, ben, tous les films étaient différents. euh, et personne jugeait quoi que ce soit. Et les gens étaient très sympas et c'était super. Et je l'ai vu en entier pour la première fois sur grand écran. Excellent. Et il y avait ma famille qui était là, il y avait mon père, et voilà, j'ai trouvé ça beau et j'ai envie de refaire l'exercice, quoi. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Tu parlais tout à l'heure de médiatisation, de médias, de ton rapport par rapport à l'image que tu as aujourd'hui, qui se construit ou que tu construis peut-être aussi. Euh, et euh, et j'aimerais qu'on évoque un petit peu cet aspect-là avec euh, la notion d'influence et peut-être tes envies futures. Tu évoquais tout à l'heure peut-être un deuxième ou un futur film ou la création de contenu. De quoi tu as envie aujourd'hui par rapport à cet aspect-là? Est-ce que il y a des partenariats, des choses qui te semblent envisageables? Et comment tu vois les choses? Pour moi, déjà, j'ai mis du temps à être à l'aise sur les réseaux et à trouver me sentir bien. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement à l'aise et même face aux critiques, en fait, quand je reçois des critiques, moi, j'en rigole. Parce que bon, les critiques qu'on reçoit, c'est celles qui nous touchent chez celles qui viennent toucher des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise nous-mêmes, etc. Moi, aujourd'hui, je fais une pratique des réseaux, je fais exactement ce que j'ai envie et ce dont j'ai envie. Maintenant, pour ce qui est de faire du contenu de qualité ou des films, ça vient toucher à un autre sujet, c'est-à-dire que là, il y a des budgets parce que là, bah, on peut pas avoir, malheureusement, on peut pas, enfin, malheureusement, non, c'est normal. C'est difficile de monter un projet filmé, parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut payer les gens avec qui on travaille. Moi, je trouve ça important, qu'ils soient bien payés, etc. Et donc là, on fait appel à des sponsors ou des gens qui viennent participer en partie au projet. Le premier projet, moi, sur le Tour des Glaciers, j'ai mis de ma poche. Hein, je vais pas. Mais par contre, je le ferai plus, tu vois, parce que je peux pas à chaque fois. Je l'ai Eh fait oui. la première fois parce que j'avais envie que ça soit fait, mais après, je le ferai plus. Maintenant, le film du coup, ça te permet quand même d'avoir une crédibilité, d'avoir eu un film et tout ça. C'est plus facile, mais c'est pas si facile. Hein, c'est pas si facile, et donc, tu es vachement limité si tu veux dans ce que tu veux faire, parce que voilà. Ben, en fait, en gros, tu fais le projet en fonction de l'argent que tu as réussi à lever, quoi. Le nerf de la guerre, et on y revient par rapport à tes aventures. Est-ce que, parce que tu finances tes aventures aussi, et il faut Oui, qu'on en parle, c'est un vrai sujet
que les gens voient pas forcément toujours, mais ne serait-ce que Absolument. prendre un dossard sur le Thor des Glaciers, on parle quand même d'un budget de 1100, 1200 euros, sans compter Bah oui, les mais déplacements, sans compter 300, l'hébergement et tout ce qui va avec, au-delà du film, euh, hein, j'entends. Donc, bien sûr. voilà, donc c'est une réalité que tu rencontres. Je sais Et, pas comment. Moi, j'ai pas d'enfant, donc si tu veux, déjà l'argent que je dépense, il est pour moi. Donc c'est pas pareil qu'une famille avec des gens où oui, voilà où tu dois aller faire un budget, effectivement. etc. Ouais, Je vis au Moyen-Orient, donc j'ai un pouvoir d'achat plus important. Maintenant, donc moi, si tu veux, des réseaux sociaux, je tire aucun argent. Aucun des Aujourd'hui, j'ai des partenaires, Garmin, Compressport et Ryzen. ouais. Aucun de ces gens-là ne me donne de l'argent. Donc, en revanche, de mon image des réseaux sociaux, euh, j'arrive parfois à me faire inviter à des courses. Donc, c'est-à-dire que je vais à une course UTMB, par exemple, ou n'importe, je fais la promotion. Donc là, je paie pas le dossard, je paie pas l'hôtel et le transport. Et parfois, même si selon l'Office du tourisme qui sponsorise la course, bah, ils prennent même en charge le billet d'avion. Donc en fait, si tu veux, ça me permet de réduire mes frais, c'est-à-dire que ça me permet de réduire mes frais d'achat d'équipement et de dossard. Je paye très peu de dossard. Cette année, le seul dossard que je vais payer, ça va être le Tour des Glaciers, qui est délirant, quoi. Quand tu y penses, c'est vraiment délirant. Et après, moi, donc pour moi, le plus dur aujourd'hui, c'est de réussir à trouver des petits budgets à droite à gauche pour pouvoir payer Valentin et Samuel. Donc ça, c'est mes partenaires actuels qui, de temps en temps, si je leur présente un projet filmé, eux vont me donner une petite enveloppe qui va pas aller à moi, qui va aller directement Au à projet. Valentin et Ouais, Samuel. Voilà. ok. Mm. Ok. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet parce que je sais pas, honnêtement, des fois je me demande comment les gens font. Euh, Il y a beaucoup de critiques aussi en influence parce je pense qu'on fantasme beaucoup l'argent qu'on peut recevoir, etc. Après, il y a peut-être des gens qui reçoivent de l'argent. Moi aussi, je fais le choix de pas pousser à avoir des financements parce que ça me permet aussi de si j'ai pas envie d'être moins tenue à un nombre de La, postes la liberté. etc. Tu vois, moi tu vois là ça fait 6 semaines que je suis coincée à Neom pour le boulot, je bosse 20 heures par jour. Euh, Tu te doutes bien que je vais pas poster mes photos de moi sur le tapis à 2 heures du mat quand je rentre du boulot. Voilà, et donc du coup je me prends pas la tête. Je sais que Compressport et Garmin vont pas me dire ah Perrine, ça fait 3 semaines que t'as pas fait un post, tu vois. Donc ça te permet d'avoir cette liberté-là. Et puis en plus, c'est du boulot, quoi. Tu vois, on te dit les influenceurs, ils ont de l'argent facilement. Non, là, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier, quoi. Donc quand tu as déjà ton job, faire le métier d'influenceur, c'est un deuxième travail, quoi. Donc c'est pas facile. Donc moi, c'est l'équilibre et l'harmonie que j'ai trouvé. Mais bon, voilà, du coup, c'est compliqué euh, euh, pour avoir des projets, quoi. Voilà. Ok. Ok. Merci pour cette clarté. Et puis, ça apportera des. Puis c'est un vrai sujet, quoi, parce Ouais, que c'est un voilà, vrai moi, sujet. tout l'argent que je dépense, je n'achète pas Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout l'argent que je dépense, ça va dans le sport, quoi. Et c'est un choix. Ouais. Après, voilà, tu vois, C'est un vrai choix de vie, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. je gagne bien ma vie, etc. Donc ça, c'est cool. Mais tout va là-dedans, quoi. C'est-à-dire que je suis jamais allée en vacances pour autre chose. Je vais pas acheter des fringues, je vais pas acheter une bagnole, voilà. Mais c'est des choix, mais comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. T'imagines quand t'as une famille, que tu vas au Tour des Glaciers, ou pire, tu vas à l'UTMB et toute la famille vient et qu'il faut loger tout le monde. Je C'est vois bien. compliqué, c'est un vrai sujet. Mais moi, j'ai l'avantage, si tu veux, je me dis pas, voilà, je suis très égoïste, quoi. Mon argent, il va à moi, j'ai aucune question, il y a aucun choix qui a à être fait, quoi. C'est facile. Ok. Euh, on revient un petit peu sur l'essence du film et finalement sa finalité dans l'histoire qui est racontée, qui est celle de ton aventure sur le Thor 2023, Thor des glaciers, hein, parce qu'il y a le Thor des géants et il y a le Thor des glaciers. Pour celles et ceux qui ne Ouais, connaissent pas le Thor des glaciers, donc c'est une épreuve d'ultra-endurance en trail running qui se court dans la vallée d'Aoste en Italie sur des sommets assez engagés et voilà, en termes de data, on est sur du 450 km et 32 en
en dénivelé 32 000, en dénivelé positif et négatif. Euh, L'histoire qui est racontée, c'est cette aventure qui a pour point final non pas l'arrivée à Courmayeur, mais celle sur un refuge où voilà, tu vis une situation qui est une situation d'échec par rapport au défi que tu t'es lancé. Ton rapport à l'échec, euh, et nommons les choses elles portent le nom. Comment tu deals avec ça? Comment tu as ressenti cet événement et quel impact ça a eu sur toi? Bon, alors déjà, moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui a vraiment aucune difficulté à accepter l'échec. Genre, j'ai eu des échecs dans ma vie et à chaque fois, ils m'ont amené à un truc tellement merveilleux que, si tu veux, l'échec n'est pas très grave. Euh, Maintenant, euh, sur ce qui s'est passé sur le Thor des glaciers, euh, j'arrive pas à me dire que c'est un échec. Je sais pas comment te dire. Pour moi, j'ai vécu un truc tellement plus grand et de toute façon, en fait, pour moi, c'est plus une incompréhension de putain, pourquoi je suis pas repartie? Pourquoi ça s'est fini là? Pourquoi? Bon, de toute façon, je pense que ça serait fini au cut-off, tu vois, mais pourquoi là? Pourquoi comme ça? Pourquoi est-ce que j'aurais pu refaire autrement, etc. Plus que bon, bah j'ai échoué, machin. Après, il y avait un petit embarrassment aussi parce que bah putain, j'étais partie, j'avais fait la reco du Tour. En fait, ça m'a fait un peu le même effet aussi à ce niveau-là que mon échec au comment ça s'appelle à l'enduroman. C'est que l'enduroman, je me suis dit merde, ça m'a coûté tellement d'argent et j'ai impliqué tellement de gens dedans, fait chier quoi. Puisque et aussi il va falloir le refaire pour le finir. Et le tort ouais, l'enduroman, c'est fait chier, il va falloir le refaire. Le tort des glaciers, ça me dérange pas de le refaire, parce que je vais passer un bon moment, tu vois. Moi, j'ai passé un bon moment aussi à l'autre, mais surtout, voilà, ah, mais il y a Sam et Valentin, il y a tous ces gens qui suivent. Je me suis tapé d'aller faire une roco pendant une semaine dans la vallée d'Aoste. C'est pas grave, mais c'est juste une semaine, ça coûte bah, de l'argent. Et surtout une semaine de vacances quand on n'a pas beaucoup. Enfin, les vacances, c'est des congés, quoi. Moi, j'ai un Ouais. travail, enfin, comme tout le monde, comme nous tous. Et une semaine de vacances sacrifiée à ça pour la reco. Bon, là, je vais pas le refaire la reco cette année, hein, c'est bon, mais donc ça m'a embêté. On me dira bon, voilà. Mais ouais, une incompréhension. Et puis je voulais pas que ça s'arrête comme ça. Et puis surtout, il y a eu tellement de hauts et de bas dans la course que j'ai pas compris au final à ce moment-là pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là. Et je crois que j'ai accepté de plus chercher à comprendre en fait. Voilà, bah, c'est comme ça. Je crois que on est beaucoup à pas l'avoir eu du premier coup, ce tort des glaciers. Euh, et que donc il faut accepter. Je pense qu'il y a des courses qui sont vraiment difficiles à finir ou performer du premier coup. Tu sais, je pense, tu sais, à la Diag, à l'UTMB, il y a plein de gens, ils le font, ils la ratent la première fois. Ils finissent, mais ils la ratent la première fois. Des courses où tu te mets un gros enjeu. Et je pense que le Tour des glaciers, ça en fait partie. Pas spécialement pour la pression qu'on se met avant, mais je pense que là, on sous-estime la difficulté. En fait, c'est pas qu'on sous-estime la difficulté, puisque moi, j'avais fait la reco, je la connaissais, la difficulté, mais je pense qu'on ne sait pas à quel point toutes les difficultés qu'on va rencontrer autour, on peut pas les gérer en plus de la difficulté elle-même de la course. Ça fait trop, quoi. Il y a trop de Ouais. paramètres, effectivement. Tu peux avoir la météo, t'as des aléas de course. Ouais. Il y a trop de paramètres. C'est Qui l'aventure, s'accumulent. Ouais, 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 ouais. mais c'est Donc, l'aventure. et Donc, tu vois, ouais, je la refais cette année. ouais, Ça a été un peu une hésitation. Je pense que si ça avait été la Swiss Peaks, j'aurais pas hésité une seconde. Parce que, tu vois, je relis le post que j'ai fait une semaine après où j'ai dit, on retourne tous au bureau, on- et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et en fait, après, 6 mois après, ben, je me suis posé la question, est-ce que je m'inscris ou pas? Je pense que moi, je suis pas une grosse fan de l'organisation Tour des Glaciers, Tour des Géants. Je sais pas, je suis pas une fan de l'orga, alors que j'avais vraiment adoré la Suisse et tout ça. Bon, bref, je sais pas. Et du coup, je me suis posé la question, puis le coût, etc. Et puis en fait, il y a
Bah déjà, Mauricio, c'est le mec avec qui j'ai fait les 24 dernières heures. En fait, non, d'abord, il y a Christophe qui me dit, un mec avec qui j'avais été qui lui avait arrêté un des derniers ravitaux enfin, je lui ai dit au revoir à deux ravitaux avant. Et lui, il me dit, mais Perrine, je sais que parce que je voulais faire la Six-Peak 660. Il me dit, mais Perrine, finis ce que tu as commencé d'abord. Et il avait tellement raison. Je lui dis, mais oui, t'as raison, quoi. On s'était dit qu'on se la refinissait, quoi. Et puis, moi, c'est des gens qui sont importants pour moi. C'est des gens, il y a des gens clés comme ça quand tu fais une course, que tu rencontres à des moments spécifiques. Et Christophe, est un des personnages clés de cette course. Et donc, à partir du moment où il a dit ça, bah, sa parole, elle a beaucoup de valeur pour moi. Donc là, ça commence à cogiter. Et puis là, je vais sur le profil de Mauricio, donc qui est l'Italien avec qui on a fini ensemble. Lui, je pensais pas qu'il la referait parce que il a arrêté et lui, il dit que ce qu'il aime, c'est courir, courir et que le tort, finalement, c'est beaucoup de marche. Et là, je vais sur son profil Facebook et je vois sa story où il y a marqué qu'il s'est inscrit. Et là, je dis, bon, bah, stop, c'est bon, te pose plus de questions, tu te Ouais. réinscris, ça T'écoutes suffit. Les signes, ils sont là. ouais, t'écoutes les signes. D'accord. Oui, les signes, ils sont là. Voilà, je sais même pas pourquoi je m'étais posé la question, en fait. Euh, voilà, j'ai peut-être juste les 1 300 € ou 1 200 qui vont. Non, j'aime bien changer, j'aime pas faire 10 fois les mêmes trucs non plus. Mais là, en fait, c'était absurde. C'était absurde. Et puis, Il y a un goût d'inachevé, t'as peut-être envie de boucler la boucle, tout simplement. ouais, ouais. Non, et puis ça va, c'est beau, c'est chouette. C'est un endroit, c'est pas grave parce que oui, parce que comme j'avais fait la reco, j'ai l'impression d'avoir fait 2 fois quasiment en entier. Mais en fait, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même un bel endroit. Tu vas pas passer toujours aux mêmes endroits, au même moment de jour et de nuit. Euh, et Je puis, te, ça va être quand même très dur. Ouais. je vais te titiller un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si tu fails, si tu réussis pas cette année? Tu la retentes une Ah, troisième tu veux dire, fois? est-ce que je la retente une 3e fois? Moi, je crois que je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Je pense pas quand même. Je pense pas, mais par contre, là, ça me ferait chier, ouais. Mm. Ça me ferait chier de retenter et de la laisser tomber. Ouais, ça me ferait chier. Je pense qu'en fait, non, mais en fait, je me suis pas dit, cette année, si tu veux, je me suis pas dit, je la refais pas. Je me suis dit, je la referai plus tard. Et Et- après, je me suis dit, bah, tu sais, la vie, elle passe tellement vite, les choses et tout. Après, t'auras plus envie. Donc, je pense que si je fail cette année, je la referai, mais pas l'année d'après. Voilà. donc tu peux J'ai pas envisager. envie que tous les ans, j'ai pas envie que tous les ans, je me tape, le mois de septembre à Courmayeur, quoi. Donc ouais, ouais. Non. Et tu sais qu'il y en a qui reviennent chaque année, hein, depuis Ah ben, moi, 10-15 le ans. tort, c'est sûr que si j'aurais réussi, Tu passes à je autre chose. reviendrai pas. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Ok. Mais alors peut-être que je vais changer d'avis, mais que ce soit le tort des glaciers ou le tort des géants, voilà, j'ai pas apprécié certaines choses et je suis un Ouais. peu comme ça. Et voilà. Mais peut-être que je vais changer d'avis. Alors là, moi, j'ai aucun problème avec le fait de changer d'avis. Ah ben t'étais con, pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû dire ça. J'ai aucun problème aussi à changer d'avis, quoi. Ok. Ça veut dire quand même une chose, enfin, de ce que je perçois, c'est que euh, tu abordes avec humilité le Tour des Glaciers 2024. Ah ouais, ouais, attends, je te dis pas, je vais me la gagner celle-là, hein. Non, non, là, je, je sais qu'il peut se passer plein de trucs, quoi. Je suis pas encore arrivée, je vais partir, je serai pas encore arrivée à Courmayeur, hein. Je sais ce qu'il y a à manger, je sais c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. C'est pas poser un pied devant l'autre, quoi. Non, c'est dur, franchement, c'est dur. Les cut-offs, ils sont durs. Tu vois, les cut-offs aussi, tu vois, c'est un truc que j'avais pas du tout regardé, mais il y a, tu vois, il y a des gens qui me disaient, ah bah non, mais attends, ça va et tout, à la vitesse à laquelle tu vas, les cut-offs, c'est cool. Bah non, mais j'ai fini le Tour des Glaciers, je suis allée 2 fois plus vite qu'à la PTL. 2 fois. 2 fois plus vite. Et si j'avais continué, je pense que je me serais fait sortir au cut-off. Donc, bon, après, la PTL, c'est plus technique quand même, je pense. Sur la totalité, en moyenne, il y a moins de passages roulants. Mais bon, on va pas dire non plus que c'est super roulant le Tour des Glaciers, quoi. Où t'as 10 km/h. Non, effectivement. Peut-être Réchon, hein, mais sans doute même, mais ou les frères machin, mais non, non.
Moi, je serais pas à 12 km/h sur la route. Et de toute façon, même si c'était le cas, il doit y en avoir 15 km sur la totalité, quoi. Allez, 20. Le côté compétitif, alors j'aime pas forcément opposer homme-femme. J'aime bien parler de scratch, mais c'est sympa aussi d'évoquer le podium féminin. Et je sais que tu es une compétitrice dans l'âme. J'ai vu un petit peu les inscrites cette année. Euh, si, Ouais, si, on si a. tu, si tu termines 2024, est-ce que tu vises un podium? Bah, c'est. Tu sais pourquoi c'est pas impossible? C'est pas impossible parce que les gens qui sont beaucoup plus forts que moi, il peut aussi tout leur arriver, parce que c'est le temps des glaciers, que Marina, il y a 2 ans, elle s'est fait élitreiller 50 kilomètres avant la fin, que Sandrine, qui est 100 fois plus forte que tout le monde réuni, euh, bah, cette année, j'étais avec elle, elle était malade, machin, mais je pense que cette année, ça va, c'est pour elle, ça va être pour Sandrine. Euh, mais tout peut arriver. Stéphanie, bon, ben, il sera pas. Hmm. Euh, donc, tout peut arriver. Je pense que tout peut arriver. Mais après, c'est pas du tout ça que je vais viser. Parce que, alors là, si je pars en me disant ça, voilà, c'est sûr que je le finirai pas, quoi. Ça, c'est Ok. sûr. Par Euh, contre, je vais aller le plus vite possible. Enfin, parce que je vais pas aller le plus vite possible pour faire un podium. Je vais aller le plus vite possible parce qu'il y a un cut-off derrière et qu'il faut pas prendre en mode cool, quoi. C'est la guerre, quoi. Faut pas y aller en mode, ah, bah, gna, gna, gna. Enfin, il y a des gens qui te disent que apparemment il y a des stages pour préparer le truc et on te dit au stage que si tu cours, tu peux pas le finir. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais peu importe, même ceux qui marchent, ils marchent vite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te dire ouais, je vais le prendre cool. Non, parce que il y a des cut-off, quoi. Tu montes des murs toute la journée, quoi. Donc il faut avancer, faut toujours avancer, faut pas le prendre cool, quoi. Faut pas se dire c'est bon, ça c'est c'est les vacances. Non, non, non. Si tu te dis c'est les vacances, tu finis pas, quoi. Enfin, ok. Donc tu pars à la guerre septembre 2024, c'est bah, à la guerre, opération commando. je pars à la guerre, je pars apaisée, mais il faut avancer, il faut pas perdre de temps. Voilà, je pars apaisée, mais faut pas, je vais pas perdre de temps, quoi. Je vais Donc, pas, donc tu as déjà non, non. t'as déjà ta stratégie par rapport peut-être aux barrières Bah non, mais je horaires. vais pas refaire la même connerie je vais pas refaire la même connerie que cette année. Je suis vraiment partie beaucoup trop vite et au centième, j'étais en train de vomir dans un ruisseau. Mais, euh, mais je vais pas perdre de temps, ouais. Je vais pas perdre de temps. Cette fois, je vais quand même faire attention à prendre le temps de manger, euh, de m'hydrater, voilà, de manger dès le début. Euh, Là, tu vois, je cours un peu plus dehors et tout, donc je m'exposer à la La chaleur chaleur, ouais. maximum, parce que j'ai vraiment pris un gros coup dans la gueule, mais je suis pas seule, hein. T'es coaché, Euh, t'es accompagné sur cette année? Bah, là, je te dis, j'ai Mickaël avec qui je fais l'Eiger qui me file des programmes jusqu'à l'Eiger. Ouais. Et après, je sais pas comment on va gérer entre l'Eiger et le Thor. Il y a un autre sujet aussi, c'est que je suis inscrite à l'UTMB. Donc, je sais pas ce que je vais en faire de ça. En fait, je me suis trompée. Je voulais m'inscrire à la CCC et j'ai reçu le tirage au sort. J'ai eu du cul, j'ai été tirée au sort. Mais en fait, j'ai reçu le tirage au sort UTMB. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. On va voir. Et, Normalement, la sagesse dirait de pas le faire, mais on va voir. tu sais, enfin, après, effectivement, c'est tout l'enjeu dans l'ultra-distance. Il y a certains athlètes qui se mettent, qui enchaînent plusieurs ultras, hein. Ben, j'ai fait Lucas, un UTMB, j'ai fait l'UTMB. La meilleure course que ouais, j'ai réussi, c'est c'est pour la ça que je Swiss t'en Peak, parle, et ouais. j'ai fait l'UTMB avant. Ouais, Après, je pense à la CCC. Alors, je vais peut-être voir si l'UTMB accepte de changer pour la CCC. Je sais pas si c'est possible. Je crois pas. Peut-être que pour eux, c'est plus facile parce qu'il y a plus de gens sur l'UTMB. Donc, je vais leur écrire cette semaine. C'est sûr que si j'ai la CCC, j'y vais. Tranquille, tu vois, parce que je pense que c'est bien. Et puis en plus, je sais que de toute façon, je serai à Chamonix à ce moment-là, etc. ouais. Maintenant, l'UTMB, je vais me réfléchir à deux fois, quoi. Parce il y a une fois où j'ai fait, eh ben, le Thor m'a permis, en fait, quand j'ai fait le Thor des géants,
j'ai été inscrite aussi à l'UTMB. Et c'était une année où je venais d'arriver en Arabie Saoudite, où j'avais aucun endroit pour m'entraîner, j'avais pas de boss, enfin, je venais juste d'arriver depuis 6 mois. Je me suis quasiment pas entraînée. Je suis arrivée à l'UTMB en claquette et j'avais le tort derrière. L'UTMB a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai fini l'UTMB, je croyais même que j'étais blessée tellement j'avais des courbatures qui me faisaient mal. Donc je pensais que je m'étais blessée, alors qu'en fait, c'est des courbatures hyper douloureuses. Et en fait, ce bloc-là que j'ai fait en faisant l'UTMB en 42 heures, ou je sais pas combien, ou 40 heures, ben, m'a permis de finir le tort. J'aurais pas fini le tort, sinon si j'étais allée me pointer comme ça en claquette au tort, j'aurais pas fini. Ouais, ouais, Le tort des géants, je parle. ouais. Maintenant, est-ce que si je suis bien préparée, etc., c'est intelligent d'aller se coller à un UTMB pour se coller la fatigue et tout. En plus, l'UTMB, je me connais, je vais pas être sereine. Il y a les gens autour, l'ambiance et tout. Bon, voilà. Donc, je sais pas. Ça, je peux pas te dire à ce jour. Ok. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des Ouais, athlètes, mais moi, j'ai pas leur niveau non plus je sais pas. ok. On verra. Sur l'édition 2023, j'ai entendu quelques-uns de tes podcasts dans lesquels tu évoquais et on en a parlé tout à l'heure, la notion de partage que tu as pu avoir avec d'autres coureurs, coureuses potentiellement. Est-ce que c'est un ingrédient que tu vas mettre, t'as choisi de mettre dans la recette secrète pour 2024? Ou, Oui. ouais, c'est- Pas tout simplement, mais tu le sais, hein, tu peux pas t'en sortir tout seul. Tu peux pas t'en sortir, pas tout le temps en tout cas. Il faut que la nuit, tu sois dans des pieds. Si tu veux avancer la nuit, il faut que tu sois dans des pieds. Je sais qu'il y a des coureurs qui sont très solitaires, etc. Mais ok, même si tu fais toute la course tout seul, il faut au moins que tu échanges au ravito. Il faut au moins que tu aies un contact humain, physique qui te ramène à la réalité. Il faut que pour moi, tu peux pas t'en sortir tout seul. En tout cas, moi, je peux pas m'en sortir toute seule. Je- J'arriverai pas à être dans des pieds parce que j'ai vachement de mal, et j'ai le même problème à vélo, j'ai vachement de mal à rester sur un faux rythme, à me pousser, tu vois. Mais par contre, il faut que je sois pas trop loin de quelqu'un. J'ai réussi avec Mauricio pour 24 heures, mais je pense que si j'avais réussi avant, je m'en serais plus sortie. Euh, et je dis pas forcément faire toute la course avec quelqu'un, même pas du tout. Mais j'ai pas du tout envie de ça. Mais pour moi, tu peux pas t'en sortir seul. Il faut que déjà que tu écoutes ce que disent les gens. Et il faut que, tu vois, dès le début, un mec qui m'a dit, fais gaffe, les cut-offs, c'est dur, machin. Et je l'ai à moitié écouté. Ben, en fait, aussi. Euh, il faut écouter ceux qui ont l'expérience sans non plus prendre ça parce que chaque coureur est différent. Mais il faut s'aider des autres et il faut la nuit, il faut partir, il faut dans les passages dangereux, il faut pas être tout seul. C'est dangereux, quoi. Putain, c'est dangereux. Donc la montagne, elle est dangereuse dans certains endroits. Tu passes, même si tu dois attendre, tu passes pas et puis tu laisses pas les mecs tout seuls non plus. Tu vois, ça se fait pas. Donc les passages dangereux, tu les passes avec des gens. Si les gens ils sont derrière, tu les attends. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, ok, c'est pas que toi quoi. Même si c'est que toi et la montagne, mais il y a des gens autour et il faut les aider, il faut t'aider. Mm. ok, ok. Tu, tu, on parlait tout à l'heure de zone de confort. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de 2024, comment est-ce qu'aujourd'hui tu sors de ta zone de confort? Alors, tu es à l'aise dans l'eau, tu es à l'aise sur un vélo, tu es à l'aise en trail. Est-ce qu'il y a d'autres environnements, d'autres défis qui pourraient t'attirer demain et qui te feraient sortir de ta zone de confort? Alors moi, un des défis que je voudrais me lancer, c'est un défi polaire. Et là, pour moi, ça serait en dehors de ma zone de confort. Bon, bah, déjà découvrir un nouveau milieu que j'ai un peu touché du doigt au Baïkal, mais que je connais pas bien. Mais je pense aussi que c'est gérer une expédition avec des gens, etc., en équipe pendant une très longue durée. Je sais pas, ça c'est quelque chose qui me ferait sortir de ma zone de confort. Une expédition. J'ai déjà fait une expédition, on n'était pas beaucoup. Euh, mais enfin le côté expédition où tu montes des camps, ça je l'ai déjà fait, mais on était deux. Euh, mais une expédition à plein de personnes et se gérer le groupe et tout, je connais pas. D'accord. Donc c'est plutôt aventure polaire. Tu envisages ça à quel horizon?
Bah, quand j'aurai les sous. Ouais, S'il y plus a des vite mécè- possible, ouais, donc. S'il y a des mécènes qui nous écoutent. Ah, parce que là, là, on part sur d'autres budgets, quoi. Ouais, ouais. Là, déjà, on trouve que le dossard, il est cher du temps des glaciers, mais là, on part sur d'autres budgets, ouais. Ouais, Euh, non, maintenant, dans un an ou deux, hein. Mm. Est-ce que avec un peu de recul par rapport à ta pratique sportive qui finalement s'est intensifiée depuis tes 30 ans, euh, ces enchaînements de blocs, ces enchaînements d'épreuves, euh, par rapport au repos, est-ce que c'est bien raisonnable? Je me repose quand même vachement entre. Ouais, Euh, non, je pense, honnêtement, j'ai eu à abuser, tu vois, après le 2018, c'était n'importe quoi, l'année de l'enduroman. Après, j'ai enchaîné je suis allée me coller un 100 miles derrière et tout. Après l'enduroman, j'ai enchaîné en 3 semaines. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Hawaï et j'ai fait Hawaï. La semaine d'après, 1000 kilomètres de biking man à Taïwan avec 20 000 de D+, plus, ou je sais pas combien, 25 000. Après, juste après, je me suis collé le 100 miles de l'UTMB. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Là, maintenant, non, je pense que mon corps, je le laisse récupérer. Je... Non, je sens pas une fatigue. Alors, je dis pas je sens pas une fatigue parce que je ne sentais pas la fatigue physique après ce que j'ai fait. Mais par contre, j'ai très bien compris que mon corps avait besoin de repos après parce que j'étais entourée de gens qui me l'ont dit. Je m'en serais pas rendu compte toute seule. ok. C'est vrai. Aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, j'ai eu, après le tort des glaciers, un gros choc émotionnel, on va dire. J'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre. Mais physique, ça allait. C'était plus psychologique, quoi. Ok. Ouais. Mm. Ça c'est un axe auquel on pense, enfin, on pense pas forcément, ou qu'on développe pas forcément toujours, ou sur lequel je sais pas si tu as un préparateur, un accompagnateur sur le volet mental. J'en ai eu pour préparer ma petite traversée, là, la dernière. C'était plus avec des petits conseils pour gérer des situations, plus Ouais. qu'une prépa. Euh, je pense que c'est bien. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus. Ouais, je pense que c'est important. C'est bien. Et puis après, pour intégrer l'entraînement dans ta vie aussi au quotidien, ton travail, ta famille, tes amis, c'est important parce que c'est vrai que tout ça, bah, ça prend tellement de place dans nos vies qu'il faut pas non plus oublier qu'il faut que ça soit intégré, que ça reste harmonisé avec le reste, quoi. Trouver un point Moi, pour d'équilibre. moi aujourd'hui, Ouais. ouais, pour moi aujourd'hui, le sport fait partie de qui je suis et de ma vie. C'est là où je suis heureuse, tu vois. Et ça, je l'ai accepté. J'ai mis du temps à l'accepter aussi. À un moment, je me disais, ah, je suis prisonnière. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était ma liberté. Mais j'ai cru à un moment que j'étais prisonnière et j'ai arrêté. Et en fait, je me sentais en prison en arrêtant, tu vois. Donc après, il faut accepter que ça fait partie de toi, que c'est peut-être pas non plus permanent, peut-être que ça va changer aussi. Mais après, il faut arriver à l'intégrer aussi, à pas te couper en fait, quoi. Mm. Hmm. La performance dans le sport, ça a un côté très scientifique. On parle de chrono, de charge d'entraînement. Et dans l'aventure, le driver, c'est plutôt j'allais dire, quelque chose qui vient de l'intérieur, une quête personnelle. Ah ouais. C'est assez viscéral et ça fait appel aux émotions. Toi, comment tu explores ce côté un peu mystique dans tes aventures, ce contact avec la Bah, nature, la puissance, je sais pas, la force des éléments. Est-ce qu'il y a des moments qui te tu viennent sais, en tête? c'est marrant que tu parles de ça, du viscéral, parce que ça s'est posé je l'ai vachement mal vécu. En fait, quand je suis partie au Tadjikistan, là, il y a quelques semaines, c'était juste après les attentats de Moscou, qui avaient été attaqués, par des Tadjiks. Et moi, j'avais vu aussi, sur la route que j'allais faire, j'avais vu les attentats en 2018 des cyclistes qui avaient été tués par l'État islamique. J'avais vu la vidéo en 2018 à l'époque. Donc, c'est des cyclistes qui sont en train de rouler sur la Pamir Highway où j'allais aller.
il y a une voiture qui passe et qui les assassine, etc. On est dans une situation politique, géopolitique compliquée. Moi, j'habite au Moyen-Orient. Donc là, je me dis, Perrine, est-ce que vraiment tu as envie d'aller te balader sur la Pamir Highway? Là, c'est la semaine prochaine. Donc je vais sur le truc info. Je suis pas débile, j'ai visité plus de 110 pays, hein. J'ai quand même des notions de voyage, etc. Je suis pas du genre à aller m'amuser, à m'exposer volontairement, mais à côté de ça, je refuse, si tu veux, quand je vais au Pakistan dans les montagnes, je sais qu'il va rien se passer. Voilà, je refuse non plus de tomber dans la peur de tout ça. Et bon, bref, et là, je me posais la question, je me disais, mais en fait, finalement, et puis tu sais, c'était le voyage galère, parce qu'en termes de logistique, il fallait que je passe la frontière, j'arrivais pas à avoir les autorisations à la douane. Donc là, je me connais, je sais que ça va être encore, ça va être encore une galère, il va falloir que je me retrouve à passer une frontière où j'ai pas autorisation de la passer, que je vais devoir donner de l'argent, que ça va être compliqué, quoi, tu vois. Bon, je connais les histoires, j'ai l'habitude. Et là, je me dis, mais Perrine, est-ce que vraiment t'as envie de ça, là, et, tu vois, d'aller là, par moins 20 degrés, gérer une logistique avec tes affaires, pourquoi tu vas pas à Bali, quoi? Pourquoi? Tu vois, à chaque fois, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je me posais la question, je me dis, pourquoi tu vas pas à Bali? Je suis toujours pas allée à Bali, d'ailleurs. Pourquoi tu vas pas à Bali? Et puis, ben là, je bois mon café, je vois ma carte, et là, j'ouvre ma map, et là, je dis, mais ce lac-là, quand même, j'ai vraiment envie de le voir. Et puis, cette vallée-là, j'ai ces gens-là mes amis m'ont dit d'aller rencontrer telle personne là-haut, et j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Et puis, j'ai envie de voir, de mes yeux, la frontière avec l'Afghanistan, qu'est-ce que c'est la différence? Et j'ai envie de voir, j'ai envie d'être, même si je vais pas en Afghanistan, j'ai envie de voir ce que ces gens y vivent là-bas. Et j'ai ça, mais ce truc qui brûle en moi, je peux pas m'en empêcher, quoi. Et j'y vais, et après, je me mets en mode, ben voilà, tout roule, tac, tac, j'arrive à la frontière, évidemment, je suis interdite de passage, je fais mon cinéma, mon truc, enfin, tout est rodé, tu vois, je connais mon truc. Et, et là, je me sens bien. Et toute cette boule au ventre que j'avais avant de lutter, me dire ah, pourquoi tu vas pas à Bali, allez, annule ton billet, va à Bali. Si t'arrive un truc, tout le monde va dire que t'as cherché un peu la merde et tout. Et en fait, c'est bizarre parce que cette boule, elle est avant, et une fois que je suis dedans, c'est ah bah là, je suis là où je dois être. Là, je suis dans mon élément, ça je sais faire, tu vois. Ça je sais faire. Là, je suis dans la merde à la frontière. Si ça se trouve, je vais devoir rentrer au Kyrgyzstan. Mais en fait, là, ça y est, ça c'est le truc que je sais faire, moi. Voilà. T'es à ta place. Et ouais, je suis à ma place, je suis là où je dois être, quoi. Et j'ai bien fait d'aller là et truc. Et puis, ben, si j'arrive pas à passer là, ben, je passerai par un autre côté. C'est pas grave, j'aurai l'autorisation ailleurs. Et voilà, et c'est fou de devoir gérer ce truc en toi entre, non, mais voilà, entre ce que la société attend de toi ou t'es pas, enfin voilà, tu veux pas inquiéter non plus tes proches, tu veux pas, voilà. Et ce besoin d'aller vivre tout ça, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Mm. Et si on va un tout petit peu plus en profondeur, sur le plan, j'allais dire vraiment rapport aux éléments, une fois que tu es Oui. plongé et tu es immergé dans ce lieu où tu dois être, où tu es censé être, où tu trouves ta place, euh, va s'engager je vais dire presque un dialogue ou une relation avec Mhm. les éléments, la nature, euh, le temps. Comment tu vis tout ça? Est-ce que tu as t'aurais des exemples qui te viennent en Ben moi, tête? quand je me retrouve, par exemple, si je suis ça me vient de l'alpinisme, où je me retrouve dans une tempête de neige. Ben, je parle à la montagne et je lui dis, allez, laisse-moi passer. Je vais me faire toute petite. Je vais juste passer, laisse-moi en vie là, juste pour passer là, et je te promets qu'après, je ferai attention à ça, à ça. Je te promets que je vais pas rester longtemps. Je te promets que la prochaine fois, je m'acclimaterai plus et je viendrai pas directement à 6 000, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon. Je te promets, et je fais des deals comme ça, tu vois, et je parle aux éléments en leur disant, allez, s'il te plaît, laisse-moi passer. J'ai fait ça bien, ça, j'ai pas fait bien, je reconnais. Et, et dans l'eau aussi, c'est pareil. Et il y a beaucoup de choses comme ça, ouais, où j'essaie de communiquer, de parler. Ça a rien de fou, hein. Je te Ah bon, rassure. ça va. Non, non, ça n'a Non, rien je de me fou. doute qu'il y a plein de gens qui le font. Ouais. Et C'est, ouais, c'est, tu peux parler à un dieu ou parler à quelque chose. Moi, c'est aux ouais. éléments, à la montagne. Mm. Alors, tu as fait un choix enfin, un choix de vie où la vie t'a amené à Riyad, qui est une ville assez
où la religion est assez présente. Euh, Ton rapport, et tu m'arrêtes si je vais trop loin, ton Non, rapport à non, à non. la religion est-ce que tu es croyante? Bah, moi, j'ai été élevée dans une famille assez catholique, mais je saurais pas trop te dire, moi, quel en est mon rapport. J'ai beaucoup aimé l'éducation religieuse que plus par culture, en fait. Je trouve que c'est intéressant, l'étude des religions, etc. Euh, je, J'aime beaucoup, en fait, si tu veux, je me sens en sécurité dans les pays musulmans de par la religion parce que je me dis, parce que chaque fois que je suis en difficulté, les gens viennent m'aider. Je pense que c'est soit parce que je suis une femme ou parce que leur religion leur dit que si tu dois aider quelqu'un, je sais pas si c'est naturellement dans leur gène ou si c'est la religion. Donc ça, c'est, du coup, c'est, je ressens tout le temps la religion ici dans le sens où quand tu es en Arabie, tu as tout le temps des gens qui viennent t'apporter à manger. Quand je suis sur mon vélo, ils viennent m'apporter à manger, à boire. Quand je veux dormir, je mets ma tente, bah, ils dorment dans leur jardin, etc. Moi, mon idée de la religion, je sais pas, je pense que, en tout cas, quand je suis en montagne et qu'il va m'arriver quelque chose, je prie la montagne, tu vois, je prie pas forcément Dieu, Ouais, mais je prie la montagne. Donc, je pense qu'il y a une force, je prie, oui, oui, je prie, mais je sais pas ce que je prie vraiment, mais oui, ça, c'est sûr que je prie, ouais. Mm. ok. Demain, est-ce que tu aurais envie de faire un tour du monde? Est-ce que ça te tenterait? Moi, je pense que ça dépend du contexte, quoi. C'est pas quelque chose qui m'attire spécialement, parce que j'aime bien, en fait, moi, j'aime bien aller, quand j'étais plus jeune, euh, ma passion, c'était, je trouvais ça génial d'avoir mon passeport rempli de tampons et d'être allé dans plein de pays, tu sais, je faisais la liste. Maintenant, c'est vraiment un truc qui m'horrifie parce qu'il faut que je change mon, mon passeport tout le temps. Euh, donc, et si tu veux, moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin, je vais dans des pays, mais je vais découvrir une culture, je vais découvrir un endroit ou parfois même pour un lieu spécifique. Genre, bah là, la dernière fois, je voulais aller voir un lac en particulier. La fois d'avant, je voulais aller voir un, aller à la route la plus haute du monde. Donc c'est pas. Donc après, tu peux faire ça dans le cadre d'un tour du monde, c'est pas impossible, mais c'est pas quelque chose qui me fait rêver en soi. Euh, Après, T'as déjà peut-être peut-être à aussi... la voile. Ouais, à la voile. Je fais pas de voile encore, mais j'aimerais bien un jour faire de la voile. Tiens, tu vois, dans les trucs qui sortir de ma zone de confort, la voile serait quelque chose où, ouais, Ouais, peut-être qu'un jour, je ne sais pas pourquoi je me vois sur un bateau plus vieille, je sais pas pourquoi. il y a beaucoup, alors dans le trail, et je l'évoquais sur un précédent podcast, c'est vrai que tu as beaucoup de similitudes avec la navigation, ne serait-ce que pour te diriger déjà, hein, tu le vois dans Ouais, d'autres, dans le vélo aussi également. Mais c'est vrai que la gestion du sommeil, c'est aussi un ouais. aspect important pour les navigateurs. Donc oui, Mm. il y a des similitudes, et puis bon, c'est pour te rapprocher de l'eau, très certainement, puisque tu es... Oui, voilà. Donc ouais, peut-être à la voile, mais alors après, un tour du monde, là, non, ça me fait pas. Ou à vélo, mais me dire là, tu vas faire un tour du monde. Non, je préfère aller dans un pays, avoir le temps de le digérer, etc., d'y retourner après. Ou peut-être une partie du monde pendant quelques mois, tu vois. Ok. Mais non, sinon, non. Ouais. L'aventure outdoor, c'est visiter, c'est découvrir des nouveaux horizons. Et on doit vivre avec ce paradoxe quand on est amoureux de la nature, que le voyage a un impact sur notre environnement, notre terrain de jeu. Euh, Comment est-ce que tu deals avec cette contradiction? Parce que c'est assez partagé par tous les sportifs qui voyagent. Et quand on est passionné d'outdoor, comment comment tu gères cet aspect-là? Ouais, pour moi, c'est un vrai sujet parce que, en plus, moi, si tu veux, de là où je suis, et surtout les 10 dernières années, le Qatar, c'est une île, quoi. Donc, quoi que tu fasses, t'es obligé de prendre l'avion. Alors là, c'est vrai que depuis que je suis en Arabie, je fais plus de choses dans le pays parce que avant l'Arabie était fermée et tout ça. Là, le pays est grand, donc tu peux faire des choses en Arabie. Alors qu'au Qatar,
c'est un pays, tu fais le tour, c'est 300 bornes, quoi. Tu vois, t'es obligé de sortir de là. Tu peux pas ne pas prendre l'avion, il n'y a pas d'autre solution. Donc là, en Arabie, c'est vrai que je reste, je découvre plus le pays. Après, moi, c'est un vrai sujet. Je prends l'avion et je sais que ça a un impact et je vis avec ça, quoi. C'est vraiment, je, je le sais. En plus, il y a un autre sujet aussi, c'est que moi, je travaille dans une société. Là, je parle plus de ce que les gens disent de moi, mais après, moi, plutôt parler de ce qui est intéressant. Ce que les gens disent de moi, bah, c'est pas grave parce qu'ils ont raison. Je prends tout le temps l'avion, je veux dire. Mais comment moi, je le vis, euh, bah, j'essaie à mon niveau de faire autre chose, quoi. Tu vois, de moins consommer bah, de vêtements, etc. Parce que moi, je trouve que ça a un impact. Après, voilà, tu peux te dire, elle se voile la face, c'est bien pire de prendre l'avion, etc. Je dis, moi, comment je le vis à mon quotidien. Tout c'est pareil, tout ce qui est la nourriture, la réduction de la viande, de manger plus local, etc. Des trucs de saison. Donc ça, c'est mon quotidien, quoi. Voilà. Et de réparer les choses au lieu d'en acheter des nouvelles, de pas surconsommer. Tu vois, par exemple, c'est pareil, on peut m'envoyer plein des tonnes de produits quand tu es influenceur, mais bon, moi, en fait, je prends que des trucs dont j'ai besoin. C'est pas les trucs en plus. Enfin, ça sert à rien, quoi. Ça, on va dire, mon petit engagement à moi, mais qui ne compense pas du tout mon bilan carbone parce que je suis tout le temps à droite à gauche et je vais pas mentir, je ne m'empêche pas aujourd'hui. Même si voilà, je suis en France, je vais prendre le train, je vais pas prendre la. Si j'ai le choix, je vais prendre évidemment le train. En plus, j'adore le train. Donc oui, je vais être 100% honnête. Avant, quand j'étais au Qatar, c'était extrêmement facile de voyager n'importe où. Donc vraiment là, tous les week-ends, j'étais à droite à gauche. Maintenant, ça allait moins. Est-ce que j'ai diminué mes voyages? Et encore, voilà, parce que c'est moins facile depuis l'Arabie ou parce que je me dis que bon ben il faut faire attention. Je sais pas. Tu vois, on va être honnête. 2 minutes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que j'essaie de rester plus longtemps dans les endroits où je vais maintenant, ça c'est sûr. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que je voyage de plus en plus en Arabie parce que bah voilà, je découvre à droite à gauche et comme ça, au bout j'ai pas besoin de voyager. Euh, mais c'est un vrai sujet l'impact sur l'environnement. Et moi, je sais même pas, je suis pas à l'aise avec ça vis-à-vis de moi-même. Alors après que je me fais défoncer sur les réseaux sociaux, bah je le mérite quelque part. Ça c'est-à-dire que ça me touche même pas parce que dans le sens où les gens ont raison de le dire. Ce qui a été, ce qui je trouve un peu plus injuste, c'est quand je reçois des critiques vis-à-vis de mon travail, qui là pour le coup, je travaille en toute transparence, je travaille pour une société qui fournit du service d'hélicoptère. Et donc ça par contre, c'est des choses que je n'écoute pas et que je ne reçois pas, dans le sens où les gens pensent que je passe ma vie à faire du transport privé en hélico. Ça n'a rien à voir. Les hélicoptères, ça a des fonctions bien spécifiques. Pour tous ceux qui travaillent dans ce milieu-là, on sait très bien qu'un hélicoptère décolle pas comme ça pour le bon vouloir des gens, que les hélicoptères VIP, c'est 1% du marché. Euh, donc ça, c'est des trucs que j'écoute pas vraiment. Par contre, sur l'avion, est-ce qu'un jour je vais changer encore plus? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour je dis, ben, je vais pas aller là parce que je prends l'avion, mais j'en suis pas encore là, ça c'est clair. Ouais. Mais petit à petit, il y a des changements quand même, tu vois. Ouais, il y a des changements. Ok. Ok. Mais j'ose même pas les dire parce que je sais pourquoi j'ose pas les dire, parce que je prends 10 fois plus l'avion que n'importe qui. Donc j'ose même pas le dire. Mais après, moi, je suis plus à l'aise avec moi-même pour plein de choses et je sais aussi ce que je fais moi. Mais comme je prends l'avion, je n'ai pas la parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, voilà. oui, mais pour autant, si tu veux, on peut partir de loin, mais l'essentiel, c'est de faire un bout de chemin, quoi. Oui, mais je vais pas te mentir. Si demain il y a la course de mes rêves qui est à l'autre bout du monde, ben, j'irai. Et c'est pas bien. Je le sais. Je le sais. Je sais, mais je trouve aussi très grave tu vois, il y a des trucs qui m'angoissent, c'est Amazon, c'est des trucs de livraison et tout ça, c'est des trucs qui m'angoissent. Je continue à consommer des trucs, mais j'ai vachement diminué, quoi, énormément, quoi. C'est ça, pour le coup, je m'empêche d'acheter des trucs parce qu'ils arrivent de tel endroit. Ça, oui, ça, je le fais. Mais par contre, ça m'angoisse pas de prendre l'avion, quoi. Donc, tu vois, c'est pas top, quoi. Ok. On va parler un petit peu, on va continuer sur le volet de l'engagement. Tu as exercé ou en tout cas, tu es diplômé du métier d'avocate. Est-ce Oui, qu'il y a avocat. des avocats, voilà.
Est-ce qu'il y a des Moi, je causes? dirais. Ouais, tu dis avocat. Ok. Est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles tu milites ou que tu défends? Alors moi, j'étais avocat dans le droit économique, donc c'est pas Ouais. trop. Bon, après, il y Je a me une suis. culture. Ouais, mais bon, après, il y a une culture. Non, ce que j'ai fait, moi, ce que je fais au Moyen-Orient, c'est la promotion du vélo pour les femmes. Ça, pour le coup, je suis assez fière de dire que j'ai énormément participé au Qatar à l'évolution du cyclisme dans le pays et notamment pour les femmes. Là, j'ai été très active. J'ai aussi roulé avec des femmes en Iran à l'époque où j'étais au Qatar. Maintenant, je peux plus retourner en Iran parce que en Arabie Saoudite, on n'a pas le droit d'aller en Iran. Euh, Malheureusement, j'ai pas réussi à travailler ici là-dessus parce que j'ai eu du mal à me connecter à la communauté féminine j'avais l'impression n'avait pas envie d'avoir recevoir des leçons ou peut-être que je m'y suis mal prise alors qu'au Qatar on commençait de zéro, c'était déjà il y a 10 ans aussi, c'était un autre sujet. Aujourd'hui, il y a une communauté de femmes saoudiennes qui font du vélo et j'ai l'impression qu'elles en sortent très bien et n'ont pas voulu vraiment envie que qu'on s'intègre avec, etc. Donc je sais pas encore, mais j'aimerais bien organiser des événements quand même féminins, ça c'est clair. Euh, mais donc voilà, moi pour moi les femmes, le sport, enfin honnêtement ce qu'on a fait au Qatar c'était extraordinaire parce que la première année en fait ils nous ouvraient. Tu sais, moi je suis arrivée au Qatar, il y avait encore la police religieuse à l'époque. Hein, et et donc il y a le circuit automobile, ils nous l'avaient ouvert donc un jour par semaine pour les cyclistes et les coureurs. Et ils ont rajouté un jour de plus pour les femmes. Et donc, la première année, c'était tout fermé. Il fallait laisser les téléphones à l'entrée. Il y avait des vélos. Et donc, on faisait faire du vélo aux femmes qataries. Et donc, la première année, elles venaient, elles gardaient leur abaya, même s'il y avait que des femmes. Elles faisaient un peu de vélo, mais bon, voilà. Donc, elles savaient pas du tout faire de vélo, tu vois. Elles n'avaient jamais appris à faire du vélo. La deuxième année, bon, bah là, elles enlevaient la baya. La troisième année, elles faisaient des tours de cyclisme, elles faisaient des selfies, etc. Et la Des quatrième année, warriors. bah, tout le monde était sur les routes, en dehors du circuit, en dehors de Non, la semaine et tout. Et là, trop c'est bien. gagné. C'est gagné parce qu'elles sont dehors et que elles font du vélo voilé, voilà, en respectant leur tradition, leur culture. C'est ce que moi j'ai voulu faire aussi en Iran. C'est à chaque fois que j'allais en Iran, j'étais voilée, j'avais un truc long, etc. Parce que la dernière chose que je veux faire, c'est choquer. Donc, ce que je veux montrer, c'est que tu peux faire du vélo en respectant. Je suis pas là pour faire, pour dire aux gens enlevez le voile, etc. Je suis là pour dire aux gens, tu peux faire du vélo en respectant tes traditions et ce que tu veux. Donc, donc en Iran, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, j'arrivais à chercher des gens sur Instagram. Il y en avait beaucoup qui osaient pas trop, mais à l'époque, c'était plus simple que maintenant. Je sais pas si maintenant, ce serait encore. C'était à l'époque, il y a pas si longtemps. C'était 2018, 19, 20. Ouais, fin 2019. Je sais pas si aujourd'hui tu peux encore faire ça. Je sais pas. Et au-delà Et du... j'aimerais bien renouveler l'expérience dans d'autres pays, ouais. Mm. Ah ouais, d'accord. Transposer la même... Ouais, ok. ouais. Ça rejoint un petit peu la notion d'accomplissement personnel. Et t'es à une période de ta vie où tu entames, en tout cas la seconde moitié de ta vie, je te le souhaite, d'aller aussi loin. Euh, Ouais. Quel est j'allais dire, le bilan ou les choses dont tu serais le plus fier, la plus fière sur cette première moitié? Et qu'est-ce qui te reste à mettre en place dans ta vie pour t'accomplir pleinement? Je pense que je suis fière de aujourd'hui, de quand j'ai envie de faire quelque chose, bah je mets tout en place et tout en œuvre pour le faire et j'ai pas de frustration de ah je rêverais de faire ça mais tu sais j'ose pas ou tu sais c'est compliqué ou gna gna gna. Je sais que si j'ai envie de quelque chose, eh ben j'en suis capable de le mettre en œuvre et en tout cas pour le tenter. Euh, Après, sur la deuxième partie, bah, oui, j'ai pas de famille, j'ai pas eu de famille, donc est-ce que, après, on va voir ce qui va se passer sur la deuxième partie. Est-ce que, voilà. Et puis, je pense que la deuxième partie, elle va être super parce que je suis un peu en réorientation professionnelle.
Enfin, c'est pas une vraie orientation professionnelle. Je suis toujours juriste, avocat dans ma compagnie, mais je fais de plus en plus de choses qui n'ont rien à voir. Et ça a pris 3 ans d'accepter de faire autre chose, en fait. Euh, alors, ce qui me rassure, c'est que j'ai toujours mon poste qui est le même, mais c'est assez difficile, en fait, surtout quand moi, comme enfin, tu vois, j'ai fait le doctorat, les cabinets américains, les trucs. Enfin, je suis arrivée avec des diplômes, bardés de diplômes, bardés d'expérience, etc. Et puis un jour, en fait, tu te rends compte que ça te fait chier de faire des contrats et que ça t'éclaterait plus d'aller t'occuper de la gestion de l'organisation d'une équipe sur un événement sportif. Eh ben, d'oser aller le faire et que les gens te disent, oh, mais tu sais, ça te gêne pas, toi, avec tes diplômes, de te retrouver là à aller faire cette petite tâche, entre guillemets, etc. Et en fait, non, parce qu'en fait, j'ai accepté que moi, aujourd'hui, ce que j'aimais, c'était mes capacités logistiques et organisationnelles et que j'étais aussi bonne là-dedans que dans le métier d'avocat et qu'en plus, ça m'éclatait. Donc, tout le monde me pose la question, c'est marrant. Ah, mais attends, mais t'es avocat, mais pourquoi t'es en train de faire ça? Gna, gna, gna. C'est pas un peu dommage? Les gens, ils disent ça. C'est pas un peu dommage d'avoir fait tout ça, machin? Bon, déjà, j'ai toujours mon titre et tout, donc ça me rassure. Et en plus de ça, non, c'est pas dommage. En fait, c'est dommage de faire qu'un seul métier dans ta vie, en fait. Alors, Donc, et pas par contre, j'ai mis exploiter du tes temps à compétences. accepter, hein. Ouais, ouais. Exactement, parce que mes compétences, c'est pas que ce que j'ai appris à l'école ou ce que j'ai appris dans mes premières années d'expérience. Ça, je les ai mis à profit. Mais en fait, je me rends compte que je suis hyper forte pour d'autres trucs que j'utilisais pas dans la profession d'avocat. Et donc, pourquoi pas, voilà. Et surtout, je me rends compte qu'il y avait un moment où j'apprenais plus au quotidien. Ouais. Et que là, en fait, même si c'est des choses que les gens peuvent considérer de tâches plus, moins, enfin, qui nécessitent pas d'avoir fait 5 ans d'études, 10 ans d'études en l'occurrence, ben, en fait, moi, j'apprends tous les jours. Et en fait, le savoir, c'est la liberté, quoi. Et, et apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, c'est vraiment, et ça, je trouve ça super. Et donc, j'espère que je vais continuer à apprendre parce que le savoir, c'est vraiment important, quoi. Et quoi que ce soit, en fait, de tout le temps apprendre, de tout le temps évoluer. Mais sans rester dans une case de, voilà, t'as fait 10 ans d'études, et ben, toute ta vie, tu vas faire ce truc-là parce que, peut-être que j'y reviendrai, mais j'en serai capable de revenir là-dessus. Donc, on verra. Mais en tout cas, faut pas que je suis très fière mais j'ai mis du temps parce que ça me complexait à un moment. Je savais pas où j'en étais vis-à-vis de ça. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Ça, j'en suis assez fière. L'entrepreneuriat, c'est un domaine Eh auquel tu as ben, pensé? je pense que jusqu'à présent, je me disais, non, euh, où j'aurais peur, moi, de pas savoir où je vais, mais en fait, je me rends compte que peut-être j'en serais capable parce que déjà, j'ai une capacité de travail qui est absolument incroyable. C'est une de mes qualités. Je suis capable de travailler 24 heures par jour en des semaines. Et ça, quand on est entrepreneur, ben, je pense qu'il faut être capable de délivrer autant de travail. Donc voilà. Après, jusqu'à présent, je me disais, ah non, jamais parce que j'aurais trop peur de me planter, parce que j'aurais trop peur de pas avoir d'argent hein, ou j'aurais pas de rentrée d'argent, etc. Et en fait, je pense que peut-être un jour, le problème, c'est que je pense que j'ai pas encore trouvé le projet ou l'idée qui m'animait suffisamment pour que je me lance. Je le cherche pas, je pense qu'il va arriver tout seul. En fait, je pense qu'il va se passer plein de trucs sur ma deuxième partie de vie et ça me fait moins peur qu'avant. Trop En bien. fait, si tu veux, moi, quand j'étais avocat, j'ai voulu faire un jour, je rappellerai toute ma vie, je rentrais de Papouasie, d'être allé voir des Rémentas en Papouasie, machin, et je suis arrivée au bureau, je venais juste de changer de cabinet, j'étais encore en période d'essai, j'étais en fin de période d'essai, et, euh, et, et je le sentais pas, ce cabinet-là, déjà, je me posais la question, est-ce que vraiment tu as envie d'être associé? Non. Est-ce que tu as envie d'être une vieille collaboratrice? Non. Et là, l'associé, il commence à jeter des trucs à la gueule d'une nana, la traiter comme une merde, etc. Et là, c'est ce jour-là où j'ai claqué madame, quoi. Et là, par contre, je l'ai mal fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ben, je vais faire autre chose. Mais j'avais pas de projet derrière. J'avais pas de projet, j'avais pas d'idée et c'est pas si facile de dire oh, je vais faire autre chose. Et donc en fait, je me suis allée juriste d'entreprise. Et juriste d'entreprise, c'était super parce que ça m'a permis moi surtout que je suis allée chez Beansport, donc j'étais dans un domaine qui me plaisait et ça m'a permis aussi de côtoyer plein de métiers différents. Alors que quand on est avocat, on reste entre avocat ou juriste quoi. Ouais.
Et donc là, j'ai côtoyé plein de métiers différents, plein de corps de métier, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Et puis surtout, ça m'a mené à l'expatriation. L'expatriation, c'est pareil, hein. On fait pas du tout la même chose qu'on fait en France, mais travailler avec des gens de culture du monde entier, c'est challenging, hein. Tous les jours, c'est compliqué, quoi. Arriver à communiquer, c'est pas qu'une question de langue. Donc ça, ça m'a mené à ça et donc c'est super. Et je pense que la prochaine étape, c'est peut-être plus tard de faire un autre métier, genre, ou de revenir à la profession d'avocat, j'en sais rien, mais je pense que tout est possible alors qu'avant, je le pensais pas. En tout cas, Voilà. tu as écouté tes aspirations et pas forcément Ouais, le diplôme et la oui. profession et la voie tracée. Et quand les gens me critiquaient, enfin pas critiquaient ou s'interrogeaient, je le vivais comme une agression parce que moi-même, j'étais pas à l'aise avec ça. Et maintenant que je suis à l'aise avec ça, quand je reçois des trucs là, ah mais attends, je croyais que t'étais avocate et pourquoi t'es en train de faire ça? Mais je rigole, je vais là, bah on s'en fiche en fait déjà, c'est pas, on fait Je ce m'éc- qu'on, je m'éclate, quoi. Ouais, ouais. ouais, je me mets en tout cas, ce que je fais, c'est que je suis contente, ouais. Ok. J'ai une dernière question que je pose aux invités du podcast. Elle va peut-être te surprendre, hein, mais Ah, comment est-ce qu'on peut t'aider? m'aider? Ah oui, c'est une question qui surprend. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Euh, comment on peut m'aider? Ah, c'est une bonne question. Mais on peut aider en soutenant mes projets, Ah, vous voyez. mais c'est pas la réponse que t'attendais, je pense. Non, Mais mais c'est si, alors la seule chose comment on voilà peut aujourd'hui soutenir? parce que moi je suis super bien entourée, etc. Donc bah, soutenir mes projets, Alors mais je te pour donne un moi exemple. on peut pas soutenir mes projets. Ouais, vas-y, Ouais, dis-moi. je te donne un exemple sur une personne que j'ai interviewée, était un organisateur de courses lui, il avait besoin sur une course d'avoir des médecins. Ah, Et donc il a lancé un appel pour avoir des médecins. hmm. Bah moi je pense que pour certains de mes projets, parce qu'en fait il y en a plusieurs, bah, c'est d'avoir un support logistique. Parce que c'est pareil, moi, ce que je privilégie aussi, est-ce que par exemple, j'ai envie de faire des projets en Arabie Saoudite, mais par exemple, les projets vélo, on peut pas les faire sur la route parce qu'il y a un grand danger. Ici, c'est la route. La route en Arabie Saoudite est un danger. Il y a plus de morts sur les routes qu'en Afrique ici. Donc, tout projet cyclisme qui me tient à cœur, par exemple, nécessiterait un véhicule support. Et c'est là, par exemple, ici, en Arabie Saoudite, on demande un véhicule support, c'est 1000 euros par jour, quoi. C'est délirant. Donc, par exemple, c'est ce genre de support. Et par exemple, aussi sur d'autres projets, bah là, j'ai un projet au Tadjikistan, bah, ça serait d'avoir des gens pour faire des images avec moi. C'est pas, tu vois, c'est pas de l'argent, mais c'est du support ou vidéo ou logistique. Ouais, ça c'est des choses qui pourraient aider. Et puis après, bah, pour les projets polaires, bah là, c'est des supports financiers, quoi. Mais il faut que quand moi, je commence à faire ma part du travail de mon côté d'abord, c'est voir qu'est-ce que je peux apporter en échange de ce soutien. Et donc ça, je suis en train de travailler dessus. Voilà. Pour Ok, l'instant, il faut que je monte bien mon dossier et que je trouve des compensations pour les gens à qui je vais demander un soutien financier. Il faut que eux aussi s'y retrouvent. ok, super. Bah écoute, le message est passé. J'espère que il portera ses fruits pour toi. En tout cas, c'était super de pouvoir échanger et puis approfondir un petit peu sur différents aspects. En tout cas, on se recroisera sur le tort cette année. Ouais, bah, Au c'était un départ, à plaisir, hein. Courmayeur. Au départ, en tout cas, à l'arrivée, j'espère. Et puis, On espère, hein. voilà. C'était un plaisir, Perrine. À très bientôt. Bah, merci beaucoup. À bientôt, Yann. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail,
C'est wild. C'est wild. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.